Que diriez-vous de partir au cœur d'un royaume oublié? Quelque part sur notre planète se trouve une terre verte, débordante de vie. Un territoire pratiquement inconnu, dissimulé sous l'immensité des arbres, plus dense et impénétrable qu'aucune autre forêt sur Terre. Ici, la jungle respire, palpite. Et dans l'ombre, les gardiens de cet équilibre millénaire veillent en silence. Des êtres majestueux, symboles des plus anciennes croyances, et dont le destin est étroitement lié à celui des hommes. Pour les rencontrer, il faut s'effacer et se perdre au cœur de la jungle. Vous venez d'entendre la voix de Laetitia Casta sur le teaser du film documentaire Au cœur de la jungle, réalisé par notre invité, le photographe et réalisateur Hugo Ebb. Nous sommes le jeudi 19 mars 2026 et vous écoutez le 2e épisode de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on retrouve pour notre plus grand plaisir le photographe et réalisateur Hugo Ebb qui vient tout juste de sortir son second grand film documentaire animalier avec le WWF intitulé Au cœur de la jungle. Avec lui, nous allons plonger au cœur de la réalisation de ce projet depuis le pitch initial jusqu'à sa première diffusion publique au Grand Rex de Paris il y a quelques jours. Cette émission vous est présentée cette semaine par Lumix, la marque reconnue pour sa science des couleurs unique, sa stabilisation hors norme et ses boîtiers conçus pour durer. Eh ben c'est parti, 2e épisode de cette 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. Moi j'étais parmi les chanceux qui ont assisté à l'avant-première au Grand Rex il y a quelques jours, donc ravi de voir Hugo à nouveau à ses micros. On connaît Hugo le photographe et on vous invite à réécouter l'émission Le Haut Coin du Feu qu'on lui a consacré. Aujourd'hui, on va parler d'Hugo le réalisateur. Salut. Salut tous les deux, merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, je le rappelle, on a déjà fait une émission au coin du feu avec Hugo. C'était en saison 8, épisode 10, pour être très précis. Et vous pouvez naturellement aller retrouver cet épisode si vous voulez entendre encore plus Hugo. Hugo, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Passionné par le monde animalier dès ton enfance en région parisienne, tu as créé il y a 4 ans un compte Instagram dédié à ta pratique de la photographie animalière. En 2020, tu rejoins WWF France, World Wildlife Fund, Fonds mondial pour la nature, première organisation mondiale de protection de la nature. Tu parcours le globe pour photographier différentes espèces. Les maquereaux en Islande, la faune sauvage en Afrique du Sud, le tigre dans le Bengale ou encore les tortues luttes en Guyane. Tu écris et réalises ton premier film en 2023, Rorcal, un moyen métrage de 42 minutes. C'est aussi le premier film d'envergure de la fondation WWF qui nous emmène en mer Méditerranée à la rencontre du second plus gros mammifère de la planète après la baleine bleue. Il a été visionné plus de 2,5 millions de fois sur YouTube. Tu reviens à nos micros à l'occasion de la sortie de ton second film, toujours sous la bannière WWF France, Au cœur de la jungle, nous offre une plongée dans la seconde plus vaste forêt primaire de la planète à la rencontre des gorilles des plaines et des éléphants de forêt.
Tu exposes les problématiques liées à la cohabitation entre ces espèces et les êtres humains dans cette région. Nous allons y revenir en détail. Nous allons aussi largement aborder les coulisses des différents tournages que tu as effectués. Enfin, tu es ambassadeur de la marque Lumix. Comme déjà évoqué, la semaine dernière, Au cœur de la jungle a été projeté en avant-première au Grand Rex à Paris. Nous avons recueilli quelques réactions à chaud à l'issue de la séance. C'est une véritable expérience, je trouve, humaine. J'ai trouvé ça émouvant, inquiétant. Ça interroge beaucoup aussi sur l'avenir de la planète, sur l'avenir de nos enfants. Je dirais même sur l'avenir de l'humanité. Et ça m'a beaucoup perturbée. Au-delà du fait que c'est très émouvant, cette famille de gorilles, là, ce petit qui s'accroche à sa mère, on n'est vraiment pas loin de l'humain. Et je trouve même qu'ils sont quelquefois plus proches de l'humanité que nous, puisqu'à un moment donné, il est dit que finalement, au départ, ils sont craintifs, donc ils peuvent paraître violents, mais qu'en fait, ils s'habituent à l'homme et ils veulent faire ami-ami. Et nous, l'humain, on a tendance à faire le contraire. On est réticent effectivement au départ et on ne fait pas trop ami-ami avec l'étranger dans toute son... Enfin, voilà, je ne trouve pas mes mots, mais l'étranger avec un grand E majuscule, je dirais. Donc ça nous apprend beaucoup d'humanité au travers de ces animaux. On en apprend beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très émouvant et je trouve que c'est très important d'avoir des documents qui montrent comme ça pour essayer d'ouvrir un petit peu les perspectives des personnes, notamment qui habitent en ville et très loin des écosystèmes, et voir si on peut un petit peu plus ouvrir les consciences et surtout pour les jeunes générations, voir si on fait les choses autrement et mieux. Très belles images, ça donne vraiment une idée de la problématique pour laquelle on n'est pas forcément au courant sur toutes les différentes espèces d'animaux en danger, donc c'était intéressant pour moi. C'est un film qui est poignant, il montre la réalité de toute la vie qui se déroule au cœur de la forêt. Il nous plonge carrément au cœur de la vie sauvage, au cœur de la vie dans le tout dernier bastion actuellement de biodiversité dans le monde. Il faut savoir que le bassin du Congo est l'un des bassins forestiers ayant le plus faible taux de déforestation dans le monde, comparé à l'Amazonie. Donc, c'est tout cela qui, pour nous qui appuyons ces efforts, on est fascinés. On peut se dire on est habitué à ce travail, mais le voir tel qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est poignant, c'est fascinant. Et c'est ça qui m'a touché, et il faut le dire, qui me motive et me remotive à nouveau à œuvrer pour la conservation de la biodiversité. Vraiment sérieusement, je ne connaissais pas du tout la forêt du bassin du Congo, donc grande découverte et surtout cette espèce d'équilibre si fragile entre le respect de l'homme, parce qu'effectivement il y a les communautés locales là-bas qui souffrent d'avoir leur culture ravagée par exemple par les éléphants, et préserver aussi ces espèces qui sont franchement menacées par qui ? Par l'homme. Donc c'est cette espèce de paradoxe, d'équilibre délicat, et il faut préserver ce poumon de la planète. Franchement, magnifique film, ça remet bien en question un peu les actualités du moment, et ça permet au moins de mettre des choses claires, des problèmes qu'on a du quotidien, enfin de leur quotidien, vraiment en avant, et ça nous fait réfléchir vraiment. Et on a adoré pouvoir voir ce film sur grand écran, les frissons avec la musique, tout ce qui va bien. C'était hyper immersif et on a adoré. On recommande à tout le monde de pouvoir regarder ce film parce que c'est hyper important. Que d'éloges. Tu veux réagir ? Non, c'est des chouettes retours. J'ai reconnu en plus quelques personnes, je crois. Alors, totalement au hasard, je suis tombé sur une tante et sur des amis. Et des amis proches. à la fin. Oui, Ouais, carrément. Ouais. Non, mais vraiment au hasard. Hein. Je me doute bien parce que sur 2400 personnes, oui, il faut les trouver, quoi. Donc, non, c'est super d'entendre ça. J'ai eu énormément de retours positifs aussi après la
la projection. Et quand on est réalisateur et qu'on travaille pendant tant d'années, obtenir ces retours, c'est précieux, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait d'être projeté en avant-première au Grand Rex dans une soirée en grande pompe? Alors, c'est stressant parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi on s'est dit avec Anissa, collègue qui travaille avec moi du coup sur le film depuis le début, on s'est dit on allait louer la plus grande salle du monde, du cinéma du monde, parce que je crois que le Grand Rex, d'après ce qu'ils nous ont dit, que c'est la plus grande salle de cinéma du monde, en tout cas c'est pas impossible. celle qui a un grand écran en tout cas. Et on s'est lancé dans ce défi un peu fou parce que c'est presque tout aussi stressant que de faire le film, que de remplir cette salle, surtout que on n'est pas des producteurs, hein, on n'est pas dans le milieu du cinéma forcément à l'origine, hein, on est une ONG, quoi, donc c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et jusqu'au bout, j'ai stressé. Et là où j'ai eu mon pic de stress, c'est quand je voyais les gens rentrer, c'était sans fin. Et là j'avais plus le contrôle sur rien et c'était un peu flippant. Mais une fois sur scène, j'ai pris le temps de souffler et de réaliser un peu que c'était extraordinaire de pouvoir projeter son œuvre devant 2400 personnes en même temps, dans une salle qui est en plus juste magnifique. Oui, parce que pour t'avoir croisé juste avant, je Ouais. t'avais rarement vu aussi blanc. Ah ouais, j'étais pas Et bien. Non, mais c'est tout à fait normal quand tu vois le monde qui commence à rentrer comme ça, les petits bourrissements. Et maintenant que c'est retombé, on est quoi, une semaine après, comment tu le vis? C'est assez bizarre comme sensation, dans le sens où on s'est tellement donné pour atteindre ce moment qu'une fois que ce moment est passé, je dirais pas que la vie paraît un peu fade, mais il faut vite retrouver quelque chose qui nous motive parce que sinon, c'est vrai qu'on fait que repenser à ça et les jours semblent. Enfin, l'objectif est atteint, quoi. Donc il faut vite retrouver un sens à tout ça, quoi. Alors, le film est pas spécialement conçu pour être projeté, en tout cas diffusé dans les salles de cinéma. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir cette projection au Grand Rex, pardon, est-ce qu'il est possible de le voir et si oui, où? Bien sûr, comme le premier, on a décidé de le rendre disponible intégralement et gratuitement sur YouTube. L'idée derrière, évidemment, c'est la Fondation ne cherche pas à générer des revenus avec ce film. On est là pour faire passer des messages, sensibiliser le grand public. Donc pour nous, le rendre accessible gratuitement, c'est une évidence. Donc là, en ce moment même, il est sur la chaîne YouTube du WW France. Parfait. Allez. Je précise aussi, on va essayer de refaire, parce que ça a été beaucoup demandé, d'autres projections un peu partout en France. Ah oui. Donc on va essayer de travailler là-dessus, parce que puis même pouvoir rencontrer le public. Et c'est vrai que l'expérience est différente, hein, versus YouTube, versus une salle comme le Grand Rex. Bon, alors évidemment, ça ne sera pas le Grand Rex, hein, mais oui, c'est vrai qu'au cinéma, même le son, tout ça, tout est plus immersif. Donc on va essayer d'en faire d'autres. Voilà. Je ne sais pas si on va y arriver à en faire beaucoup, mais je crois qu'on a normalement un visa exceptionnel qui nous permet d'en faire une centaine. Ah, cool. Voilà. Super. Oui, il y a des Super festivals, nouvelle. il y a plein d'occasions où ça peut être jouable. Ça s'est manifesté comment, ces demandes-là? C'est beaucoup de retours en fait qu'on a eu, moi sur mes réseaux sociaux, par mail. On a fait pas mal d'emailing avec le WWF et il y a toute la base qui nous disent on n'est pas de Paris, donc c'est chiant, quoi. Et donc rien que pour ces gens-là, ça peut être chouette d'organiser des projections un peu partout. Bon. Allez, on démarre cette émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, le salon de la photo change de nom. Panasonic lance un nouveau micro-canon pour ses Lumix. Baptiste nous parle du nouveau 70-200 mm f2.8 de Nikon pour le coup de cœur Fox de la semaine. Et enfin, Laowa lance un ultra grand angle à bascule et décentrement. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le salon de la photo n'est plus. Pas de panique, l'événement incontournable pour les amoureux de photos qui se déroule tous les ans à Paris, sous la grande halle de la Villette, aura bien lieu en octobre prochain. Le salon, comme on l'appelle dans le milieu, change juste de nom et devient Salon Photo et Vidéo. Ce changement de nom, beaucoup plus en phase avec les usages actuels des créateurs d'images, va s'accompagner d'une nouvelle expérience inédite conçue comme un véritable carrefour entre photographie et vidéo. On écoute la directrice du salon organisé par Comexposium, Marianne Chandernagor, nous en dire un mot.
Alors, le salon de la photo devient effectivement un salon de la photo et de la vidéo. Ça faisait quelque temps qu'on envisageait ce changement juste pour, traduire un peu la réalité du marché et puis de la demande surtout des visiteurs, hein, du salon de la photo. Puis même plus largement, pas que les visiteurs, mais les pratiquants de photo puisque on a mené aussi une enquête sur le sujet auprès de pratiquants qui viendraient pas forcément encore sur le salon et on s'est dit, qu'il était temps effectivement d'afficher plus officiellement quelque chose qui existait déjà un peu sur le salon, c'était cet élargissement, à la vidéo. Et sur le salon d'ailleurs, on a déjà, hein, de toute façon, du matériel vidéo qui était présenté. On avait même sur certains stands, je pense à Fuji, je pense à Nikon, des caméras, cinéma qui étaient, présentées. Et donc en fait, on est venu juste traduire un peu officiellement cette évolution dans la marque pour que ce soit clair pour tous les publics, notre public fidèle et éventuellement des nouveaux, visiteurs qui voudraient venir sur, le salon. L'idée, c'est juste d'améliorer l'expérience, de rajouter une petite brique en plus et ne pas substituer des choses qu'on faisait déjà sur la photo par la vidéo. Donc c'est juste rajouter une expérience supplémentaire. En fait, la vidéo, elle va être un peu traitée comme un fil rouge sur le salon. On a des espaces d'animation qui sont, très connus du public, hein, sur le salon, que ce soit notre scène live avec tous les créateurs de contenu qui viennent témoigner, notre espace en auditorium des grandes rencontres avec des grands témoins, de la photo qui viennent donner un peu leur expérience. Et bien là, en fait, systématiquement sur l'ensemble des espaces d'animation, il y aura une touche vidéo. Donc des témoignages sur des créateurs de contenu sur de la vidéo, des grands témoins qui peuvent être des réalisateurs, des chefs op sur les grandes rencontres. Également sur notre thématique de conférence, hem, pour les pros, le sujet de la vidéo et en quoi le sujet de la vidéo peut être intéressant, à traiter dans le cadre du développement de leur business. Et puis aussi au niveau des expos, on aura toujours, hein, une dizaine d'expos dédiées à la photo, mais notamment peut-être sur notre grande expo, dont on n'a pas encore parlé, mais notre grande expo pour, le bicentenaire, de la photo. Et bien à la fin de ce parcours, sur, cette rétrospective de la photo, il y aura sans doute également, un corner dédié à la vidéo qui fait partie des usages évidemment aujourd'hui. On ne peut pas parler d'image en fait en se limitant à la photo aujourd'hui et on devait, intégrer cette notion de la vidéo. Pour adopter le nom, je pense, quand on est un fidèle du salon, il va être très difficile de se retirer de la tête le salon de la photo. Et en soi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que notamment, le public qui ne venait pas sur un salon de la photo, par exemple, comprenne que le salon de la photo, il est upgradé, qu'il est multiplié et qu'il y a de la vidéo. Donc je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que le contenu est amélioré. Après, ça va être très dur, même pour nous, hein, de basculer de salon de la photo à salon de la photo vidéo. Mais pour autant, c'est pas très grave puisque, le salon de la photo va rester quand même ce qu'il est depuis des années. C'est juste qu'on a, nous, évidemment, l'obligation, en tant qu'organisateur de salon, de se renouveler, de coller aux tendances, du marché. On ne peut pas juste rester dans quelque chose qui ronronne et qui fonctionne de la même manière, chaque année. Donc chaque année, on se remet en question et là, c'est une remise en question pour, quelques années et ça va nous prendre du temps aussi, hein, pour installer, ce contenu-là. Mais nous, on y croit et donc on est content de pouvoir, le partager d'ores et déjà pour la prochaine édition. L'édition 2026 du Salon Photo et Vidéo se déroulera du 8 au 11 octobre à Paris, sous la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement. Avis aux vidéastes sensibles à l'audio dans leur création. Panasonic a annoncé un nouveau micro sans fil compatible naturellement avec ses hybrides Lumix. Il s'agit du DMW DMS1 et se compose d'un petit module externe conçu pour se positionner sur la griffe porte-accessoires sur le dessus d'un boîtier. C'est un micro-canon à 4 capsules qui offre 6 modes de directivité: cardioïde, super cardioïde avant-arrière, bidirectionnel, stéréo 90 degrés et stéréo large 120 degrés. On retrouve un enregistrement possible sur 4 canaux et avant tout un enregistrement sur 32 bits. Panasonic a aussi intégré une suspension interne flottante à l'intérieur du module pour limiter l'impact des vibrations sur l'enregistrement. Niveau réglage, on retrouve sur le côté du module un limiteur, un réglage du gain, une réduction du bruit et une réduction pour le vent. Le nouveau Panasonic DMW DMS1 sera disponible mi-mars et proposé au prix de 399 €. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine de la seconde génération de 70-200 mm f2.8 constant Nikon en série S. Alors, ces dernières années, on est particulièrement friand des secondes générations d'optiques,
Parce que ce soit chez Canon, chez Nikon, chez Fuji, chez Sony, elles ont toutes apporté à minima un même améliorateur, une réduction drastique du volume et du poids des produits. Ça, c'est top, puisque je rappelle quand même que lorsqu'on a basculé sur de l'hybride, une partie importante de la promesse qui était faite par les constructeurs était l'allègement du sac photo. Alors, on est plus que ravis de voir que cette promesse est amplement tenue par tous les constructeurs qui réduisent l'encombrement des produits tout en maintenant ou en améliorant le niveau d'exigence et de qualité. Et c'est là qu'intervient Nikon, qui a la brillante idée de nous sortir une nouvelle version de son 70-200 ouverture 2.8 en monture Z. L'allègement de l'optique télé phare de la gamme, ça reste un enjeu crucial pour tous les passionnés et j'ai une pensée particulière pour tous les amateurs de photos sportives ou animalières qui peuvent difficilement se passer de ce genre d'optique. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce beau bébé? Premier point, comme promis, il est nettement plus léger et compact. Donc, il a un poids qui est de 998 grammes. On passe sous la barre psychologique des 1 kg et on gagne surtout 362 grammes par rapport à la version précédente. C'est énorme. Il perd aussi 12 mm. Il est un petit peu plus court. On va arrondir à 1 cm. Ce sera plus parlant. Alors, deuxième point, il est équipé d'un AF qui a la particularité d'être absolument imprononçable, sauf pour les professeurs d'anglais à Oxford, avec le Silky Swift VCM. Autant dire que si vous en parlez en mangeant de la semoule, vous allez arroser toute la tablée. Je la refais. Silky Swift VCM. Vous avez l'image? Bon, plus sérieusement, c'est un moteur à bobine acoustique. C'est le même type de moteur qui équipe les membranes des enceintes hi-fi, ce qui permet de réduire drastiquement à la fois le bruit et les vibrations. Nikon annonce par ailleurs qu'il est 3,5 fois plus rapide que sur la précédente génération. Troisième point majeur, c'est un zoom interne, ce qui veut dire que l'optique ne bouge pas quand on zoome. Ça permet que le centre de gravité de l'objectif ne bouge absolument pas, ce qui est crucial, notamment quand on utilise un stabilisateur en vidéo. Sinon, ça veut dire qu'avec le changement de centre de gravité, on va avoir l'optique qui bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Ça permet aussi de faciliter l'accessorisation de l'optique, puisque son gabarit reste inchangé, quelle que soit la focale. Pour prendre un exemple tout simple, quand on veut mettre des housses anti-pluie, ça permet d'avoir un même gabarit et qu'on soit en télé ou en 70 ou en 200 mm, ça va bien fonctionner. Ensuite, il y a plusieurs améliorations qui sont un peu moins cruciales, mais bien pratiques. Dans le désordre, il est équipé d'une trappe filtre sur le pare-soleil. C'est super pratique, par exemple, pour corriger quand on a un des variables sans devoir retirer le pare-soleil. C'est vraiment du pratique. Le bokeh est plus doux et plus circulaire que sur la première génération. La bague de zoom et la bague de bise au point manuel sont fluides, comme d'habitude. Et la bague de personnalisation, elle peut être paramétrée soit pour être fluide, soit pour être en mode clic par clic, selon l'usage qu'on en a. Ça peut être très utile. Le collier de protection amovible et le collier de trépied sont tous les deux livrés, ça c'est important, et à noter que ce dernier, donc le collier de trépied, est compatible avec les fixations Arca Suisse. Alors bien sûr, pour une optique massivement utilisée en extérieur, Nikon a eu la délicatesse de ne pas omettre de l'équiper des protections contre l'humidité et contre la poussière. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu incontournable sur ces gammes de produits. Les premières livraisons sont prévues dans les jours qui viennent, très, très bientôt, au prix de 3 349 €. Je dirais que pour conclure, c'est une très belle optique qui remplit toutes les promesses, tout ce qu'on pouvait attendre. Merci Nikon. Le Nikon Nikkor Z 70-200 mm f2.8 VRS2 sera disponible dès le 19 mars et proposé au prix astronomique de 3 349 €. Pour terminer, et toujours dans le domaine de l'optique, le constructeur chinois Laowa vient d'annoncer un nouvel objectif grand angle à bascule et décentrement manuel capable de couvrir le format 24-36 mm et même le moyen format. Le nouveau 17 mm f4 0D Tilt Shift ou Shift Only offre une possibilité de décentrement de plus ou moins 12 degrés et de bascule de plus ou moins 10 degrés, ce qui permet par exemple de redresser des perspectives en photographie d'architecture. Il s'agit d'un objectif à mise au point manuel qui offre une mise au point minimale de 25 cm. Il intègre un système de rotation de la monture sur 360 degrés avec des paliers de 15 degrés. L'objectif s'appuie sur une formule optique composée de 18 lentilles réparties en 12 groupes et offre une ouverture maximale f4 avec un diaphragme à 14 lamelles. Il est décliné dans les principales montures du marché et proposé en version bascule et décentrement au prix de 1 249 $ ou juste décentrement au prix de 999 $.
Bon, voilà pour le Flash Actu cette semaine. Changement de nom pour le Salon de la Photo, il était temps, on a envie de dire, presque. Ah oui, ça intervient un petit peu tard, mais on avait taquiné Simon Edwards, Ouais. directeur C'était cool, cette artistique. émission. C'était J'avais chouette. bien aimé. On avait fait une émission spéciale il y a quelques mois avec les équipes du salon. On sentait par ces rictus que quelque chose se tramait en arrière-plan. Bon, on a la réponse aujourd'hui. Ça arrive un peu tard, mais il est jamais trop tard. Il manque encore la mention smartphone. Mais bon, franchement, c'est bien. C'est bien qu'il fasse cette évolution-là. Un nouveau système de micro proposé par Lumix. Je rebondis très rapidement là-dessus du coup. Qu'est-ce que vous avez utilisé sur le tournage pour enregistrer le son ? Alors, j'ai plus le modèle exact en tête, mais j'avais des micro-canons plantés sur mes appareils. Ok. Et moi, j'avoue, je fais un énorme focus d'abord sur l'image. Ouais. C'est déjà tellement difficile, je trouve, d'obtenir l'image que le son, j'essaye de l'enregistrer avec quelque chose d'assez simple. Donc, dès que j'appuie sur Rec, ça enregistre. Puis bon, après, on retravaille tout ça en post-prod et on obtient ce que vous avez pu entendre du coup, en voyant le film. Ouais, on va en reparler de la post-prod parce que on rappelle juste, tu es réalisateur, producteur, en partie, et monteur. Ouais, Donc, c'est ça. voilà, tu as toutes les casquettes. Mais sinon, pour rebondir rapidement sur ce micro-là aussi, les micros donc sans fil avec une griffe numérique, ça n'a rien de nouveau sur le marché, puisque Sony notamment était précurseur, Canon avait emboîté le pas. Par contre, chez Lumix, il y a aussi des modules qui sont, je trouve, un petit peu plus intéressants encore, parce que là, c'est vraiment pour capter un son témoin souvent, donc c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas capter le son de la scène ambiant et qui sera de bien meilleure qualité que le son qui serait capté par le micro interne de l'appareil. Ouais, Donc ça, puis c'est déjà quelque j'ai chose. J'ai vu une démo du truc, c'est assez bien foutu parce que tu peux vraiment bien choisir la directivité. Bien sûr. Si tu veux enregistrer la personne que tu es en train de filmer devant toi, si tu veux t'enregistrer toi Oui. derrière la caméra, enfin, c'est assez bluffant. Ah, c'est chouette, mais si on veut aller plus loin, il existe des modules XLR, Bien sûr. et ça, qui gère aussi le 32 bits flottant, et ça, c'est quand même un petit step supérieur. On peut greffer un micro-canon en XLR, c'est quand même bien plus fiable que les sorties jack. Mais c'est chouette, c'est bien ce genre de micro. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse aussi ? Oui, parce que bon, on a repris les activités et notre saison 12. Entre-temps, évidemment, nos confrères sortent des magazines. Donc, Chasseurs d'images propose une nouvelle formule dans son numéro 474, qui est en kiosque actuellement. Au programme, on trouve notamment un portfolio très graphique, coloré, accompagné d'une interview, photographe que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Marianne Dose, à découvrir. Il y a aussi un focus pratique sur l'urbex et même le rurbex. On en parlera bientôt, surtout de l'urbex. Et comme toujours, un copieux menu de tests, boîtier et objectifs. Alors, on retrouve le très attendu Sony Alpha 7 V, la Nikon ZR, qui fait l'objet d'un test terrain, ainsi que les Sigma 35 mm f1.2 Art en version 2, le Sony 28-70 mm en version 2, ainsi qu'une autre seconde version, c'est celle du Lumix G100 400 mm. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais le test de chasseur est très intéressant, notamment avec les convertisseurs. Réponse photo fait sa couve avec une photo peu connue prise par Robert Capa, une photo couleur qui date de 1942, qui figure sur la couverture donc, du numéro 388. Outre un passionnant dossier qui est consacré au mythique reporter de guerre, alors qu'une exposition lui est consacrée en ce moment au Musée de la Libération de Paris, on pourrait lire un sujet consacré au flou. On en a parlé la semaine passée. On a aussi consacré toute une émission à ce sujet assez à la mode. Il y a aussi un passionnant dossier sur DxO Photolab qui tente de nous montrer les coulisses de cet acteur majeur français dans l'univers du logiciel. Enfin, côté test, un long et dense banc d'essai là aussi du Sony Alpha 7 V, mais aussi de l'Hasselblad X2D 200C, accrochez-vous. Il y a aussi un test du Canon RF 45 mm f1.2 STM, du Sigma 135 mm f1.4 DG Art, alors celui-là, je l'ai lu avec grand intérêt, et des optiques macro Nikkor 35 mm DX et Laowa 180 mm. Et enfin, un dernier mot sur nos confrères de Polka Magazine qui sortent un numéro hors série en guise d'hommage à Sebastião Salgado, une initiative qui concorde avec l'exposition que lui consacre la mairie de Paris sous le commissariat de sa femme, Lélia Wanix Salgado. Nous y reviendrons très prochainement. Tout cela est à retrouver en kiosque.
Et je rajoute aussi que vous pouvez aller faire un tour sur le site en ligne de Phototrend qui tous les ans fait l'effort d'envoyer la rédaction au Japon pour couvrir le CP+, et réalise à cette occasion de nombreuses interviews passionnantes d'ingénieurs, product planners des grandes marques qu'on aime évidemment sur place, et surtout des visites d'usines. Donc Damien, le rédacteur en chef, est en train de délivrer progressivement tous ces contenus qu'il a ramenés du Japon cette année. Donc c'est à retrouver sur Phototrend. Et nous l'avions dit lors du teaser, ils sont désormais partenaires médias officiels de l'événement, donc ça mérite d'être salué, il n'y en a pas beaucoup. Cocorico. Allez, on continue et on attaque la story. Benjamin, cette semaine, tu reviens sur le César du meilleur son attribué au film Le Chant des forêts. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Un César peut en cacher un autre. C'est la deuxième fois que Vincent Munier remporte le César du meilleur film documentaire avec Le Chant des forêts, 4 ans après avoir été récompensé pour La Panthère des neiges. Le réalisateur vosgien et son équipe sont aussi repartis avec le plus discret César du meilleur son, un aspect sur lequel nous avions insisté lors de notre entretien avec lui au moment de la sortie du film en salle au mois de décembre. S'il a lui-même capté des sons lors du tournage, il s'est entouré de professionnels du domaine, au mixage et sur le terrain. Romain Cadillac, césarisé pour la 3e fois, Olivier Touche, Olivier Gouanard et l'audio-naturaliste Marc Namblard, qui a souvent collaboré avec Vincent Munier. Il nous a confié avoir passé beaucoup de temps en forêt, lui qui vit aussi dans les Vosges, pour constituer des archives sonores. Vincent me parlait déjà de son envie de réaliser un jour un film sur la forêt vosgienne. Il y a, ça fait bien 10 ans qu'il m'en parle. Et donc, déjà à l'époque, on s'était dit, on va constituer des archives, notamment sonores, pour qu'on puisse piocher dedans lors de la post-production du film. Donc, ça fait 10 ans que régulièrement, on se tient un peu au courant de ce qu'on fait, chacun de notre côté. Lui en prise des vues, mais aussi en prise de son, puisqu'il fait aussi un peu de prise de son depuis quelques années, notamment des pièges à son. Et donc voilà, on se tenait un petit peu au courant de ce qu'on faisait l'un et l'autre. Quand est venue la phase de post-production, enfin lorsqu'on est entré en phase de post-production, donc comme je disais, on a été pioché dans ces archives sonores constituées au fil des années. Marc Namblard a exploité cette sonothèque en post-production pour accomplir un minutieux travail de resynchronisation à partir des images tournées par Vincent Munier. Alors lorsque Vincent filmait avec son téléobjectif, donc la plupart du temps il avait un micro activé, mais l'enregistrement n'était pas de qualité suffisante. Les animaux étaient lointains dans l'enregistrement, ou alors il y avait des bruits de manipulation, etc. Donc le son direct de la caméra était surtout un son témoin. Donc ça m'a permis, pour un certain nombre de séquences, ensuite d'aller chercher les enregistrements correspondants dans la sonothèque et pour les monter, voilà, sur les pistes post-synchro animalières. Et puis j'ai également monté une bonne partie des ambiances, notamment en surround, parce que je fais pas mal d'enregistrements en multicanal. Donc les ambiances un peu larges de forêt, avec les animaux un peu lointains, les oiseaux, le son du vent, les fonds d'air, etc. Donc ça, j'ai aussi monté cette matière-là. Olivier Touche, qui est intervenu aussi au montage son, il est passé après moi sur ces matières-là et les a affinées, les a densifiées, il a retravaillé les transitions. Enfin voilà, il a vraiment amélioré toutes ces matières-là et voilà, il a fait un gros boulot à ce niveau-là. Même s'il n'était pas présent sur les affûts pendant lesquels on entend parler les 3 protagonistes, Vincent, son père Michel et son fils Simon, Marc nous explique pourquoi le son de ces séquences a dû être enregistré en 2 temps. Dans ces séquences en affût, c'était les sons caméra, ou alors il y avait des micros HF aussi, mais ça c'est soit Vincent qui s'en occupait, soit son assistant. Léo, ou voilà, d'autres personnes qui venaient leur donner un coup de main sur ces séquences-là. Là, la priorité, évidemment, a été donnée à la voix, même si ça a été retravaillé derrière. Les enregistrements directs, surtout avec un HF, c'est pas toujours très très bon. Il peut y avoir des frottements, etc. Donc, tous ces sons directs-là ont été retravaillés derrière par Romain Cadillac. C'était vraiment sa mission principale sur le montage son, de nettoyer les directs. Et quand les directs n'étaient pas suffisamment exploitables, de refaire des reprises
des Retech. Et donc, il est revenu dans les Vosges avec, voilà, auprès de Vincent, de Michel, de Simon, pour refaire des prises par moment et qui ont été montées à la place des directs qui n'étaient pas exploitables. Bien qu'il possède toute la panoplie des moyens d'enregistrement modernes, dont un micro parabolique pour capter les cris d'oiseaux, Marc a rencontré pas mal de contraintes, même dans les recoins les moins fréquentés des massifs vosgiens. C'est un peu les contraintes générales lorsqu'on fait de la prise de son en extérieur, notamment de la prise de son animalière, c'est-à-dire trouver des espaces suffisamment calmes, suffisamment épargnés par les bruits anthropiques, on va dire, hein, pour simplifier, notamment les sons de route, ça porte loin, en montagne, la circulation, les camions, les motos dans la vallée, enfin voilà. Bon, trouver les sites quand même qui s'y prêtent. Les avions, alors les avions, malheureusement, on peut pas trop y échapper, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le massif vosgien, on a droit aux avions. Là, la stratégie, c'est de produire beaucoup de matière, beaucoup d'enregistrements pour avoir davantage de chances, de probabilités d'avoir des choses intéressantes épargnées par les avions. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, malheureusement. Après, il y a évidemment les aléas météo et le temps nécessaire quand même pour pouvoir faire des approches fructueuses. Enfin voilà, donc bon, ça fait partie des contraintes un peu générales. C'est propre à ce type de pratique. Marc Namblard a troqué ses habits d'audio-naturaliste pour un smoking le temps de la soirée des Césars. Habitué à travailler en solitaire dans la nature, il a savouré l'expérience et la récompense obtenue avec les équipes du film qu'il n'avait pour la plupart pas encore rencontrées. Ben, je me sens plutôt bien. C'est plutôt agréable d'avoir ce genre de distinction honorifique, quoi. Ça motive. Bon, il y a un côté un peu irréel quand même, hein, d'autant plus que bon, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille sur des projets cinéma. Je travaille la plupart du temps seul, hein, de mon côté, aussi bien pour les moments de prise de son dans la forêt que les moments de montage son où je travaille chez moi dans mon petit studio avec des enceintes de proximité. Donc il y a une sorte de décalage comme ça qui est assez, ouais, qui est presque irréel entre la réalité de mon travail au quotidien et puis cette distinction et tout ce qui va avec, tout l'événement un peu grandiose, un peu. Mais c'était très sympathique, très agréable. C'est une expérience chouette. Et puis surtout, ça nous a permis de nous retrouver tous ensemble. L'équipe son, bon, eux se connaissaient de leur côté, mais moi, je ne les connaissais pas. Je ne les avais pas encore vraiment rencontrés. Hein, Olivier Guanard, Romain Cadillac, Olivier Touche, entre autres. Hein, puis d'autres personnes qui ont travaillé sur le film. Donc, c'était l'occasion de se voir, de passer un long moment ensemble pour évoquer plein de choses autour de ce film. Et puis, sur d'autres sujets, bien sûr. Bah, déjà, la nomination et puis les Césars, c'est une reconnaissance du travail accompli sur ce film et du travail collectif, parce que ça a vraiment été un travail collectif. Et c'est une sorte de fusion comme ça de plusieurs sensibilités et on est très heureux de ça, de cette distinction collective, on va dire. Bon, comme ça a été évoqué, hein, c'est pas la première fois que Vincent Munier et Marc Namblard travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a un autre projet qu'on pourrait conseiller? Oui, en fait, ils collaborent même régulièrement ensemble puisque Vincent Munier fait appel au talent d'audio naturaliste de Marc Namblard, mais il y a notamment un livre magnifique, alors on peut trouver peut-être sur le marché de l'occasion parce que je crois qu'il est épuisé, qui est aux éditions Kobalan, les éditions fondées par Vincent Munier, qui s'appelle La Nuit du cerf. Et dans ce livre, il y a un CD qui accompagne le projet avec des enregistrements de Marc. Et c'est un peu les prémices du film, en fait, parce qu'on voit dans tout le livre des espèces de photos d'apparition un petit peu en clair-obscur contre-jour, en silhouette du cerf tout le long. C'est vraiment somptueux. Et donc, ce CD qui nous plonge dans l'ambiance des forêts avec des bruits de brames, évidemment, c'est très impressionnant et c'est assez magnifique. Et juste pour dire quand même que féliciter hein, toutes les équipes du film, parce que franchement, faire plus d'1 million d'entrées alors qu'ils sont sortis, rappelons-le, le 17 décembre, c'est-à-dire la même semaine que le 3e volet d'Avatar, c'était quand même pas gagné. Et sur un thème comme ça, chapeau. Enfin, et ça fait plaisir de voir que un film qui porte aussi ses valeurs simples de retour à la nature, etc., peut rassembler autant de gens. Hugo, tu peux nous parler un peu du processus de post-production sonore sur ton film? Carrément. C'est vrai que ça a été un gros boulot, parce que c'est vrai que tu le disais, Benjamin, je fais le montage vidéo, mais je fais aussi le montage audio. Et donc, je vais piocher dans tous les enregistrements que j'ai pu faire pendant le tournage, mais aussi je vais aller chercher dans des bases de données en ligne. Par exemple, il y a des enregistrements de la forêt du Gabon, dans des endroits où moi, j'ai pas été, parce que c'est vrai que par moment, j'ai eu beaucoup de grillons. Et les grillons,
ça va 2 minutes. Pendant 1 heure, c'est un peu long. Donc, j'ai fait un mix de tout ça, plus évidemment les audios que j'ai pu enregistrer des animaux. Et à la fin, c'était un beau bazar hein, sur ma timeline. Il y avait des sons absolument partout. Et donc, j'ai pu travailler avec Giorgio, qui est notre mixeur, qui lui s'est occupé du fait que, par exemple, si tu étais au Grand Rex, si tu as bien entendu un gorille à un moment donné ou un autre, c'est parce que Giorgio a adapté le mix à la salle. Et donc, tu vois, c'est aussi important de s'entourer d'ingé son Vous qui avez fait maîtrisent. un mix pour le Rex? Bien sûr, ouais. Bah, pour le Rex spécifiquement, pas forcément. C'est un 5.1 classique qu'on fait au cinéma. Mais vu qu'on avait fait tous les tests au Rex, bah, on l'a un peu plus adapté au Rex qu'à une autre salle. Ouais. Et quel conseil tu donnerais au niveau du son pour tous les gens qui aimeraient voir ton film, découvrir ton film sur YouTube? Alors, je conseille soit de très très bonnes enceintes, soit un très bon casque, parce que c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ça. Honnêtement, je pense que j'ai passé quasiment autant de temps à travailler le son que l'image. Pour moi, le son, ça fait partie de l'âme d'un film. Et je parle d'ailleurs des sons d'ambiance, etc. Mais il y a aussi les musiques. Hein. On s'est accompagné Oui, bien sûr. d'un compositeur, Greg Dombrowski, qui a fait une composition originale pour le film. Donc, il s'est inspiré des images que je lui ai envoyées. Et il nous a créé franchement des chefs-d'œuvre. Hein. D'ailleurs, c'est dispo sur Spotify, hein, tout ce qu'il a fait. Et puis il y a la belle voix aussi de Bien sûr, Laetitia Casta. Comment elle s'est évidemment. retrouvée sur ce projet-là? Après Gérard Darmon sur le Rorcal, Laetitia Casta. Pas la même ambiance. C'est vrai qu'on a fait un saut. Mais je trouvais que Gérard marchait vachement bien pour parler d'un sujet océan, la mer, etc. Et surtout d'un animal aussi gros que le rorqual commun. Pour la forêt, on cherchait plutôt quelque chose d'un peu plus doux, un peu de douceur. Et du coup, c'est comme ça, naturellement, qu'on s'est retrouvé à travailler avec Laetitia Casta, qui était aussi évidemment partante pour ça. Et c'est bien d'embarquer des gens avec nous qui ont envie de travailler sur des sujets pareils. Bon, allez. On fait une petite pause, une petite respiration avant de continuer cette belle discussion avec toi, Hugo, autour de ton nouveau film. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Créer sans limite, c'est l'ADN des boîtiers plein format Lumix. Imaginez un autofocus intelligent qui reconnaît humains, animaux, véhicules, même en plein mouvement, rien ne lui échappe. Imaginez une stabilisation si redoutable qu'elle permet des prises de vue à main levée en toute liberté. Fini les images qui tremblent, place à des images nettes et des mouvements parfaitement maîtrisés. Imaginez une science de couleur légendaire pour des tons chers parfaits dès la sortie du boîtier et la polyvalence de la monture L pour accéder à un large écosystème d'optique haut de gamme. Et pour vous, créateurs de contenu, imaginez l'Open Gate. Filmez une fois, recadrez tout. TikTok, YouTube, Instagram. Un seul rush, plusieurs formats sans aucun compromis sur la qualité. Lumix, la marque plein format des créateurs exigeants. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Hugo Ebb pour cette grande discussion au coin du feu autour de la réalisation de son dernier film. Après le succès de ton premier film, tu as pu en réaliser un autre, toujours au sein du WWF France. Pourtant, une telle production n'est pas forcément inscrite dans l'ADN de la fondation et ce type de production est tout, sauf un long fleuve tranquille. Anissa Renet, responsable de l'équipe contenu au sein du WWF France, qui a déjà participé à l'aventure Rorcal, nous explique comment vous êtes parvenu à convaincre en interne pour que ce nouveau projet voie le jour. Elle évoque aussi son rôle sur le terrain, crucial d'un point de vue logistique, notamment en ce qui concerne la sauvegarde des rushs. Mon rôle sur ce projet au cœur de la jungle et déjà sur Rorcal précédemment, c'était d'abord d'essayer de proposer le projet à nos équipes internes, à nos directions, d'essayer de convaincre de l'intérêt d'utiliser ce format-là pour passer nos messages. Parce que voilà, le VVF, c'est plutôt un ADN scientifique. Donc on produit des rapports, on produit des petites vidéos pour les réseaux sociaux pour expliquer nos actions. Mais ce qu'on voulait faire avec Hugo, c'était proposer des contenus plus riches. On prenait un peu le temps d'expliquer. Et donc, voilà, mon rôle à ses côtés, c'était ça, d'essayer avec lui de convaincre de l'intérêt de passer sur ce genre d'outils et de formats. Alors, le terrain, ça commence un peu avant le terrain. Ça commence par prendre contact avec nos équipes terrain, nos bureaux au Gabon, nos bureaux au Cameroun, pour préparer les tournages. Parce qu'il faut des fixeurs sur place, il y a pas mal de logistique à mettre en place avant même de partir. Donc, on a commencé à travailler là-dessus avant même le départ, quelques mois avant, se faire aider par nos équipes sur place. J'ai vécu une expérience un peu différente d'eux, c'est-à-dire que eux sont restés 3 ou 4 jours à dormir dans la jungle
alors que moi, j'avais la chance de rentrer chaque jour en pirogue. Donc, ça faisait des trajets un peu longs, ça se levait un peu tôt, mais je dormais à peu près confortablement. Quand eux dormaient un peu sous la pluie, la tempête, chaque nuit, les orages, chaque nuit. Moi, j'avais la chance de rentrer dans ma chambre, récupérer les images du jour, je faisais les sauvegardes chaque soir, jusqu'à très tard, ils ne se rendaient pas compte, mais jusqu'à très tard, et je revenais le lendemain avec des disques vides et prêts à récupérer les nouvelles images du jour. Parce que c'était leur grande angoisse. Hugo, tant que ces images ne sont pas sauvegardées, ce n'est plus la même personne. La sauvegarde, la sauvegarde, la sauvegarde. Donc oui, oui. Et puis, c'était aussi du réconfort parce que j'arrivais un peu moins fatiguée qu'eux. Donc je pense que voilà, j'apportais un peu de tout va bien, vous inquiétez pas, tout se passe bien. En tout cas pour moi. Donc ça, c'était le Cameroun. Au Gabon, c'était un peu différent. C'était physiquement, je pense, pour eux, pour la prise d'image, moins dur parce que ils ont eu l'opportunité de rentrer chaque soir et de se reposer. La jungle au Gabon était plus ouverte, donc il était plus facile de voir les animaux. C'était quand même plus simple. Voilà, plus simple pour la prise de vue. Pour les images, on avait vraiment un accès simplifié aux animaux. Enfin, il marchait longtemps, il faisait chaud, il y avait les marécages à traverser. En revanche, il était plus, voilà, on était heureux chaque soir des images qu'on avait pu tourner. Bon, on va revenir évidemment sur ces aspects dans notre discussion. Peut-être pour commencer, Hugo, on sent bien finalement que la production de ce type de format, de projet d'envergure, ça fait pas vraiment partie de l'ADN et des habitudes du WWF. C'est un gros travail de conviction, j'imagine. Même avec le succès de Rorcal, il a fallu retourner à la bataille. Oui, alors c'est vrai que Rorcal a quand même beaucoup aidé pour pouvoir en faire un deuxième. Et on m'a d'ailleurs fait un peu totalement confiance parce que le sujet, Anissa a directement parlé du Cameroun, du Gabon. Mais on a fait le tour de tous nos programmes de conservation, en tout cas qui étaient au moins coordonnés ou en partenariat avec le WWF France. Parce qu'évidemment, forcément, on travaille pour la Fondation française, donc il faut que ce soit un programme qui soit en relation avec nos missions. Et donc pour ça, on a fait le tour de tous les bureaux, notamment nos collègues de Nouvelle-Calédonie, de Guyane. On a essayé aussi de chercher sur le territoire français. Et le truc, c'est qu'après avoir fait le deuxième plus gros animal de la planète, il fallait quelque chose qui soit aussi visuellement fort et qui attire le public. Parce que parler d'un programme de conservation, ça peut très vite être lourd et pas forcément très divertissant. Et donc, il nous fallait des animaux tout aussi emblématiques, si ce n'est même encore plus emblématiques qu'une baleine. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à cibler les gorilles et les éléphants des forêts. Et pour ce qui est de convaincre, effectivement, ça n'a pas été évident. Mais le fait est que le premier film a fait plus de 2,5 millions de vues et a remporté pas mal de prix en festival. Et même 2-3 ans après, on continue de faire des projections régulières. Le film continue à être diffusé dans des salles de classe. Toutes ces choses-là montrent que c'est pas juste un one-shot. C'est un investissement qui est sur du très long terme et ça fait rayonner en final la fondation et ses programmes. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Combien de temps ça prend à peu près, justement, pour monter un projet pareil, pour une fois que tu as convaincu en interne, qu'on te donne le feu vert, à peu près combien de temps tu as? Du début, du moment où on s'est dit on fait un deuxième film, on commence à enquêter sur le sujet jusqu'à la sortie du film, il s'est écoulé au total 2 ans. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Tu avais plein de casquettes différentes sur ce projet, notamment celle de producteur. Vas-y, qu'est-ce que ça fait d'être producteur d'un projet comme ça? Moi, c'est ça qui me fascine dans tout ce que j'ai fait dans cette aventure, c'est que j'ai à peu près tout fait, quoi. On peut dire ça comme ça. Et t'as même pas 30 ans, hein, ou à peine. Si, je viens d'avoir. Ou là. tu viens Ouais, d'avoir. je viens d'avoir 30 ans. Ouais. Donc j'ai dû déjà imaginer un film, donc l'écrire. Ensuite, j'ai dû trouver des financements parce que le convaincre en interne, c'est une chose, mais il faut aussi montrer que on a des sous en réserve pour pouvoir le faire et justement qu'il va y avoir un intérêt derrière ça. C'est parce qu'on ne peut pas dépenser les sous d'une fondation pour que ce soit déficitaire dans ce sens-là. Mais un des buts de la fondation, c'est de sensibiliser. Donc, on rentrait vraiment dans les cases. Donc, il y avait ça. Ensuite, il y avait tout ce qui était la logistique, organiser les tournages avec Anissa, etc. Enfin, c'était passionnant. C'est pour ça que j'en parlais là au début. Une fois que le Grand Rex est passé, donc ce point final, on a l'impression que pendant 2 ans, tout vient de s'arrêter et c'est pour ça que j'ai vite envie de me remettre sur d'autres projets.
Et est-ce que tu peux donner une idée, une enveloppe très globale du coût d'un tel projet, sachant qu'il y a d'autres partenaires assez prestigieux, notamment l'Agence française de développement, l'AFD, qui était sur scène aussi au Grand Rex. Bien sûr. Alors c'est assez difficile parce que il faut prendre aussi en compte que Anissa et moi, on ne fait pas que ça au WWF. On travaille aussi sur elle parlait des rapports, les vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Qu'on a d'autres missions à faire aussi en parallèle. Donc c'est difficile de dire tout mon salaire part dans le film parce que c'est pas le cas. Je pense qu'au total, en tout cas, si on prend vraiment les vraies dépenses, on est autour de 100 000, 120 000 euros. C'est un beau budget pour faire ça, mais ça va vite. C'est un beau budget pour faire ça, mais si on compare par exemple au Chant des Forêts, je crois qu'on est à plus d'1,2 million ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien un jour avoir une Ils sont pas allés au Gabon. Ils sont pas allés, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, parce que ce qui nous a coûté le plus cher finalement, c'était les vols. C'était les vols, les visas pour toute l'équipe de tournage et aussi les lodges, notamment au troisième tournage au Gabon, et l'accès par exemple au Gori. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de préparation en amont. Comment vous l'avez réalisé? Comment vous avez trouvé les bons endroits, les bons interlocuteurs pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible au moment du tournage? Comme je disais, il faut qu'on parle d'un sujet qui est lié au WWF. Donc l'intérêt premier, c'est de mettre en avant un programme de la Fondation. Et donc tout est parti de là parce que le WWF Cameroun mène un programme d'habituation des gorilles tout au sud à Campoman. Et donc on a pris contact avec eux et ils nous ont dit il faut que vous veniez faire l'aventure. Et donc tout est parti de là. On a atterri à Douala et après ils nous ont récupérés. On a traversé à peu près à tout le sud du Cameroun pour arriver jusqu'au bout, prendre la pirogue, se retrouver en forêt. Et là on était entouré des équipes du WWF. Et donc c'est un atout sans nom. Enfin, je veux dire, d'avoir des pisteurs qui sont nos collègues, ça aide énormément. Combien de tournages tu as dû faire? Enfin, combien de vols en tout pour réaliser le projet? Au total, on a fait 3 tournages. À l'origine, on voulait en faire que 2. Un tournage pour les gorilles, un tournage pour les éléphants. Mais ça s'est pas passé comme prévu. C'est tout le plaisir de ce métier. C'est que notre premier tournage avec les gorilles, c'est effectivement, il y a un programme d'habituation qui est en cours. Mais il y a encore du boulot. Quand on est arrivé sur place, le gorille refusait toute la présence de l'homme. Il faut juste que tu expliques rapidement Habituation, parce que tous les gens qui ont vu le film, ils savent, ou qui vont le voir, ils sauront. Carrément. Mais ceux qui nous écoutent pour l'instant, peut-être qu'ils ne savent pas. Bien sûr. Donc le film s'attarde à parler de coexistence et de cohabitation avec les animaux. Et donc, ça met en avant un des programmes phares du WWF et d'autres associations dans cette région du monde, c'est d'habituer le gorille à l'homme. L'intérêt derrière ça, c'est de pouvoir créer une économie locale qui, du coup, est bénéfique à la fois pour la forêt, puisque du coup, on ne va pas couper la forêt, et qui est bénéfique aussi pour les habitants, les communautés locales, puisque ça va générer des revenus. Et donc, cet objectif, c'est d'aller à la rencontre d'un groupe de gorilles totalement sauvages et de l'habituer à la présence de l'homme. Et ça veut dire que tous les jours, donc ça peut prendre entre 2 et 15 ans, ça dépend de l'environnement, ça dépend du groupe, ça dépend de plein de facteurs différents, notamment du braconnage, parce que si c'est une zone où il y a beaucoup de braconnage, la confiance entre l'homme et le gorille, elle est difficile. Et donc, le but, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de ces animaux et donc de chaque jour laisser les habituer à l'homme. Et le groupe qu'on a rencontré, le premier groupe qu'on a rencontré, ça faisait déjà un petit moment qu'ils essayaient de l'habituer. C'était assez difficile parce que le dos argenté en question, déjà, il avait une cataracte à ce moment-là, ce qui faisait qu'il était excessivement sur ses gardes. Et en plus de ça, il s'est placé dans une zone qui était vraiment très, très peu accessible. Pour faire 1 mètre, il fallait couper des tas de branches à la machette et absolument toute la forêt s'accrochait à toi. Donc, pour avancer, c'était très difficile. Et en plus de ça, on ne voyait pas trop l'animal. C'est-à-dire qu'il était noir dans le noir. Pour faire des images, c'est ballot. C'était dur. Et le terrain était hyper escarpé. Ça se voit pas trop dans le film, mais en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On avait un prix un peu cher. Et donc, ce premier tournage-là, on est rentré quasiment bredouille. Moi, j'ai juste perdu 7 kilos, concrètement. Je sais qu'il y avait Greg aussi qui était avec nous, qui m'aidait à faire des trous dans la ceinture avec son couteau, etc. Ça faisait vraiment... À cause de l'effort ou parce qu'il y avait rien à manger? C'était surtout l'effort, ouais. L'effort, alors déjà la chaleur, je crois qu'on est autour de 90-95% de taux d'humidité. Le matériel qui était lourd, parce que nous, évidemment, on était venus pour faire de très belles images, donc on avait essayé de ramener le plus beau matériel possible. On va en parler. Ouais, et... Le terrain qui était très accidenté. Tout ça, toute la journée à essayer. Il y avait, je pense, aussi un manque d'entraînement. Il faut être lucide. On ne peut pas vraiment s'entraîner à la jungle.
ouais, se déplacer dans une jungle en région parisienne. Donc, on y va un peu, voilà, on voit. Mais c'est trop bien. Hein, il faut échouer parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et puis après, la douleur, elle était aussi mentale, hein, je vais pas te mentir. Parce que quand tu souffres toute la journée à essayer d'obtenir quelque chose et que tu l'as presque, parce qu'à chaque fois, on l'a presque, et que tu n'y arrives pas et que tu rentres le soir au camp, moi, je suis épuisé, j'ai même pas la force de manger ou quoi que ce soit. J'ai perdu je sais pas combien d'eau toute la journée. Bah, à la fin, je vais me coucher. La nuit, Anissa en a parlé rapidement, mais il y avait des tempêtes, c'était l'enfer. Vraiment, je dormais dans l'eau. Donc même la nuit, je dormais pas. Et voilà, tout ça sur, elle avait dit 4 jours, mais c'était plus 5-6 jours. Et à la fin, ouais, c'est vrai que mentalement, c'est dur parce que tu souffres pour rien. Moi, j'aime bien souffrir, mais s'il y a une petite carotte au bout, c'est cool. Mais en parlant d'ailleurs de mental, elle évoque les sauvegardes qu'elle faisait, donc ça c'est quand même hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça qui peut faire les sauvegardes tous les jours. Elle dit que t'étais pas la même personne. Tu étais chiant, j'imagine. Hein tant que c'était pas sauvegardé, quoi. Alors, ça dépend des tournages. C'est vrai qu'au Cameroun, de toute façon, on avait tellement peu de choses à sauvegarder que c'était pas excessivement grave, je vais pas te mentir. En revanche, au Gabon, où là, quand on avait rencontré le bébé gorille, par exemple, c'est vrai qu'on est dans un milieu qui est quand même hostile. À tout moment, je veux dire, elle parlait de marécages, mais en fait, les marécages, il fallait mettre les sacs sur la tête parce que sinon, tout prend l'eau, tout prend la boue, et là, c'est foutu. Et donc, à ce moment-là, ouais, je suis en stress, quoi, tant qu'on n'a pas fait les copies. Et Anissa, pour ça, m'aidait beaucoup. Parce que nous, après avoir cravaché toute la journée, au moins, on pouvait passer ça à Anissa et c'était quelque chose, un point en moins, quoi. Mais c'est vrai que tant que c'était pas fait, moi, je suis en panique. Hein. Puis il suffit que d'un coup, on se C'est mange une tempête. compréhensible, vu les enjeux, vu les montants, oui. Alors sur ce projet, tu étais accompagné à la réalisation par Mathias Abrantes, réalisateur de documentaires animaliers, cadreur et chef opérateur. Fin technicien, il a de son côté opté pour le format micro 4 tiers. Il nous explique les raisons de ce choix ainsi que la manière dont vous avez géré le matériel dans des conditions parfois dantesques en pleine jungle. Comme souvent avec les animaux, c'est le plus dur, c'est la proxy. Donc comme on peut pas s'approcher comme on veut des animaux en tout genre, le but c'est de récupérer en fait en trichant entre guillemets, d'utiliser surtout les capteurs et puis des longues focales. Donc en fait on a essayé de travailler au maximum au micro 4 tiers avec derrière pour mon matos perso, moi je suis sur du micro 4 tiers avec une optique Canon 200-400, multiplicateur intégré 24. Donc ça fait quand même un petit 560 à f5.6. Ça commence à être plutôt sympathique pour aller chercher du détail ou l'animal qui est un peu loin. Hugo, je crois qu'il est sur du plein format, donc en fait à nous deux on avait quelque chose d'un petit peu plus permissif en termes de montage derrière. C'est que j'avais quand même, moi je devais me focaliser sur du gros plan, sur du détail, aller vraiment chercher des trucs un petit peu sympathiques. Et Hugo en fait derrière il était plus sur à peine plus large. Faut bien s'imaginer qu'à 600 on n'est pas large. Hein. Et, on était sur quelque chose de plus large et ça permettait du coup de donner un peu de dynamique au montage. Moi, c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je lui ai proposé de travailler. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. On essaye de garder cette dynamique-là. Une fois qu'on a calé qui est gros plan, on est allé chercher d'autres choses. On a pris un petit objectif macro, un 100 mm, histoire de faire un peu d'insectes, un petit peu de texture, d'écorce, de ça, de feuilles, histoire de aussi varier les plaisirs pour le film, qu'on soit pas sur quelque chose de monobloc, de juste des gros plans de bestioles, parce qu'on s'y perd vite. Qui dit jungle épaisse et qui dit travailler dans la jungle dense dit très peu de lumière, donc on a pas mal eu ce problème de soit choisir de monter dans les ISO pour les longues focales, soit passer sur un 70-202.8. Moi je sais qu'avec un 200-400 f4 je pouvais m'en sortir pas trop mal, mais des fois on était obligé du coup de prendre une optique un peu plus courte pour récupérer en lumière, parce que sinon c'était pas très jouable, quoi. La montée en ISO a quand même ses limites et on essaie de faire une image qui est propre, donc forcément on a dû raccourcir tout ça. Et après le grand classique pour les images de paysage, hein, on va pas se mentir, un bon vieux drone. Il y a rien de mieux aujourd'hui. D'ailleurs c'était pas possible de faire mieux qu'un drone. Tous les soirs le matos était rentré dans ma pelli. Nos affaires étaient en extérieur, on s'en fout de nos fringues, mais les boîtiers, les disques durs, les optiques, tout était dans la PNI au sec, ce qui fait que nous, même si on a pris la pluie toute la nuit, qu'on a littéralement dormi dans l'eau, tu prends le matos, il est sec. Et le matos sec, il n'y a jamais d'humidité qui rentre dedans, parce qu'il est toujours à la même température qu'extérieur. Donc là, il n'y en a pas, on était tranquille. Le matos au sec, à la bonne température, c'est top.
C'est vrai que c'est pas forcément le choix que j'aurais fait, moi, de partir avec un micro 4 tiers dans ce genre de conditions. Et bah pourtant, figure-toi que je vais prendre l'exemple du Cameroun. Au début, alors moi j'étais vraiment plein format avec un trépied. Très vite, j'ai abandonné le trépied parce que le gorille il va tellement plus vite que moi que le temps que je pose le trépied, bref, j'ai perdu l'animal. Et puis le poids, en fait, le poids, on galérait tellement à se déplacer dans cette jungle qu'il fallait à un moment donné faire des choix. Et donc, moi, j'ai laissé tomber mon S5 II et je suis passé sur mon G9 II avec un 100-400. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premières images à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon trépied, je l'ai certes perdu, mais je l'ai remplacé par quelqu'un qui était Martin, un dépisteur, qui était pile à la bonne taille. Et Martin, il a des yeux exceptionnels et donc il voit le gorille, donc il me pointait du doigt. Donc je me posais sur son épaule. C'était franchement c'est pratique. la taille parfaite. Ouais. Je me posais sur son épaule, il me pointait du doigt et là je faisais le focus à la main parce que pareil, on oublie l'autofocus dans une jungle tellement dense que tu filmes un truc noir dans le noir. Donc voilà, c'est à toi d'essayer de zoomer. Et Martin, enfin, était vraiment à la bonne taille et en plus de ça, vu qu'il voyait excessivement bien, j'arrivais à faire des images. Oui, Mathias, il nous a confié, quand on a échangé avec lui, qu'il faisait tout en mise au point manuel, mais lui, c'est plus de l'ordre de l'habitude, comme beaucoup de chefs-op, c'est presque normal pour eux de travailler en mise au point manuel. Surtout qu'il avait quand même une configuration plutôt exotique, permise par les hybrides. C'est-à-dire que sur son micro 4 tiers Lumix, il avait mis un 200-400, qui est une optique réflexe Canon avec convertisseur intégré. C'est assez génial, ça. Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand Mathias il est arrivé, il me sort son bazooka et son petit GH7. Je me dis, mais c'est quoi C'est un peu déséquilibré d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais ça fait des trucs incroyables parce que vu que le capteur est 2 fois plus petit, on a une image 2 fois plus zoomée. Donc il parlait de 600 mm, mais en réalité, il était à 1200, quoi. Ouais, 1200. Et du coup, toi, donc 100-400, t'étais avec un 200-800. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parfois, donc plein format à 600 avec un 150-600 peut-être. Ouais, sur le deuxième tournage, troisième, parce que le deuxième était vraiment consacré aux populations locales. Donc le troisième, on a revu les gorilles, un autre groupe. Anissa le disait, on est dans un espace bien plus ouvert. Là, j'ai pu rester sur mon plein format sans problème. Et tu peux juste nous décrire un petit peu plus ta config. Il parlait d'un 100 mm macro aussi, ça c'est intéressant, c'est vrai, pour aller choper des détails et rythmer un petit peu le montage. Fourmis, ouais. Ouais, on a filmé pas mal d'insectes, de fourmis, etc. Ces plans, ouais, carrément. Et alors, du coup, Et tu peux nous détailler un petit peu ce qu'il y avait dans ton sac en termes de boîtier, d'optique Ouais. Ça dépendait un peu de chaque tournage. Par exemple, quand on a été rencontrer les populations locales, là, je travaillais surtout au 24-70, je crois, f2.8. Et après, la plupart du temps, c'était du téléobjectif à balle. Donc, quand j'étais sur mon G9 II, c'était du 100-400. Ou quand j'étais sur mon S5 II, on était sur du 150-600 plutôt. Et comme Mathias disait, il y avait mon drone que j'emmène partout. Hein. C'est le drone qui a vécu Rorcal, qui a aussi vécu la jungle. Lui, il me suit partout. C'est mon fidèle compagnon. Mais en post-prod, c'est pas trop compliqué de réussir à faire matcher des images qui proviennent de boîtiers micro 4 tiers, des images qui proviennent de boîtiers full frame, avec des images aussi qui proviennent d'un drone, pas de la même marque pour le coup. Et en plus, on avait aussi des caméras d'action. On avait des Ace Pro 2 d'Insta360 que j'avais fixé par exemple sur le torse des pisteurs qui donne un peu ces plans immersifs. On a l'impression d'être à leur place. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu filmer une brève charge de gorille. Parce que ça, on l'a pas dit, mais le gorille nous a attaqué plusieurs fois. Et donc oui, c'est vrai qu'à la fin, on se retrouve avec plein de caméras différentes sur le montage. Je disais que je faisais beaucoup de choses, mais j'avoue que la colo, j'ai préféré la déléguer à un vrai pro. Colorimétrie. Ouais, la colorimétrie, bien sûr. J'ai voulu la déléguer à un vrai pro, Damien Ulmer, qui travaille chez Color, qui a un studio fabuleux à Paris. Et donc là, on s'est posé pendant 3 séances et il a su parfaitement retranscrire les bonnes couleurs sur chaque image à chaque fois, donc c'était cool. Et vous avez adopté un profil plutôt flat, comme on dit, au moment de l'enregistrement, ou vous n'avez pas forcément fait gaffe Si, on tournait en log à chaque fois. Bon, le log spécifique de chaque appareil, mais oui, bien sûr. Mathias, il évoque des soucis de conservation du matériel la nuit, notamment pendant des déluges, et donc l'utilisation de pellicase. Tu évoquais la problématique du poids. Transporter une pellicase pour mettre à l'abri tout ce matériel, on peut pas dire que c'est quelque chose de très intuitif, très facile. Comment vous avez géré ce truc-là ? Alors, c'est vrai que déjà, Dieu soit loué, on avait cette pellicase parce que, comme disait Mathias, nous, vraiment, si on était un appareil photo, on était mort, quoi, concrètement, puisqu'on dormait dans l'eau. Et il y avait des moments, je m'étais dit, putain, j'enlèverais bien tout le matos et moi, je me mettrais bien dans cette pellicase pour pouvoir dormir, quoi. Et effectivement, c'était pas très intuitif. Alors, on a fait la plupart du chemin pour atteindre vraiment le point, c'était en pirogue.
Donc à ce moment-là, pour la Péliquet, c'était OK. Et après, il faut dire les termes, hein. On avait des collègues sur place, c'est des cyborgs, hein. Littéralement, c'est des hommes de la jungle. Ils sont Des Sherpas de la jungle, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Toi, tu es en sueur au moindre pas et eux, au bout de 3 heures de marche, il n'y a pas une goutte qui coule. Tu sais pas comment ils font. Donc, c'est des membres de communautés locales, hein. Donc, ils ont grandi dans cette forêt et franchement, ils ont fait un travail formidable. Ils nous ont aidés à porter cette péliquaise jusqu'au campement. Ouais. Et juste un point sur le drone, parce qu'il l'a dit, le drone c'est devenu indispensable maintenant dans tout narratif, et c'est vrai il y a des plans qui nous aident notamment à comprendre le phénomène de déforestation. Il y avait beaucoup de drones aussi dans Rorcal. Est-ce que là, c'était beaucoup plus facile pour toi, parce qu'on imagine piloter un drone depuis un bateau au-dessus de la mer, bon, ça comporte quelques contraintes avec le vent, etc. Là, c'était plus simple ou il y avait des contraintes aussi, notamment pour ce qui est des autorisations de tournée? Bah, les autorisations, pas forcément, vu qu'on est tellement en pleine jungle que Ouais, pas il y de avait problème. pas de Ouais, on a pas de problème, restriction. franchement. C'est comme en pleine mer, hein. Tu es en pleine mer, il y a pas trop de problème. Non, moi, c'était le jour et la nuit, hein, parce que j'ai le mal de mer, en fait. Et quand je pilote un drone en mer, vraiment, c'est rude, je vais pas vous mentir. Et en plus, après, tu as tout le stress pour le récupérer, parce que Ouais. c'est un voilier, donc ça tangue gauche, droite, gauche, droite. Suffit qu'il y ait un peu de houle et tout, donc c'est compliqué. T'ajoutes du stress en plus avec ton mal de mer, donc bon, à la fin, je vais pas vous faire un dessin, mais c'était parfois difficile. Là, j'étais sur la terre ferme. Alors oui, parfois il pleut, mais quand tu vois la pluie qui commence à arriver, tu ramènes le drone et voilà quoi. Sinon, non, c'est super simple une fois que tu as fait ça. En plus du film, un making-of est prévu car tu as été rejoint sur le tournage par Grégoire Crozet, ancien photographe professionnel, vidéaste à son compte, que tu as rencontré lors du festival de Montier-Anders. Il nous raconte comment il a vécu cette aventure en tant que premier témoin du tournage, en pleine jungle donc. Avec Hugo, on s'est rencontrés à Montier-en-Der, sur le site du salon. Moi, j'ai tout de suite accroché. Lui, je pense qu'il a dû se demander qui j'étais et j'ai trouvé ça absolument fascinant qu'il ait des projets comme ceux qu'il porte, d'aller chercher une image d'un animal particulier à chaque fois. On est resté en contact et quand j'ai appris qu'il se lançait, je lui ai dit pour rigoler, bah écoute, le prochain docu que tu fais, je pars avec toi. Il a rigolé et puis en fait, c'est ce qui s'est fait. Puisque quelques mois plus tard, on s'est rencontrés et puis il m'a embarqué dans l'aventure. J'ai pu rencontrer donc Mathias aussi. Gros, gros bagage technique avec Mathias, puisque Mathias, c'était un technicien vraiment tout terrain, très intéressant. On a vécu une expérience assez intense, puisque les, les gorilles au Cameroun sont en phase d'acclimatation à la présence de l'homme, donc ils sont pas facilement visibles et tous les jours, il faut aller les chercher. Donc on partait tôt le matin et puis on partait pour entre 6 heures et 7h30 ouais, de marche dans la jungle pour essayer de les trouver. Et puis une fois qu'on les trouvait, surtout, c'est des animaux qui se déplacent dans la journée. Donc en fait, on les suivait. On attendait le moment où ils allaient se poser un peu. On essayait d'approcher. Plus on s'approchait, plus ils avaient envie de partir. Et puis c'est une jungle assez dense. Donc on les entend surtout, on les sent, mais on ne les voit pas forcément, ce qui est extrêmement frustrant pour des gens de l'image. Voilà, on a beaucoup marché et suivi pour essayer de les entrevoir. Mon rôle est particulier parce que je tourne les images du making-of. Donc en fait, je suis tout le temps en retrait et en constat de la situation, en observation de la situation. Mais en même temps, je suis les deux pieds dedans. Par exemple, si on se fait charger par le gorille, j'ai peur comme le reste de l'équipe, mais moi, il faut que je prenne les images. Alors, le fait est, j'ai eu trop peur pour réussir à prendre les images. Enfin, on voit des images floues de ce moment-là. Mais c'est très intéressant parce que du coup, je dois avoir un recul physique parce qu'il faut que je puisse cadrer l'équipe qui est en train de filmer. Et en même temps, il faut que j'anticipe chacun de leurs mouvements et de ce qui va se passer, sachant qu'on était dans une forêt dense, donc difficile de s'éloigner de la trace qui est faite par les guides. Et puis des conditions pas faciles parce que énormément d'humidité, on a eu de la pluie, un terrain assez accidenté, et puis du matériel à transporter, comme chacun, sauf que à la différence de Mathias et Hugo,
moi, mon matériel est sorti constamment. Donc en fait, j'ai 2 boîtiers autour du cou qui sont en veille en permanence et sur lesquels j'ai un objectif interchangeable d'un côté et de l'autre côté, c'était une focale fixe. Donc j'étais en permanence en train d'alterner et en train d'essayer de courir en amont ou en aval de la colonne pour essayer d'avoir des images. Quand un guide fait une explication sur comment approcher ou comment on va essayer de voir les gorilles, là encore, j'étais pas dans une position d'écoute, dans une position où il faut que je filme les autres en train d'écouter. Donc il faut que j'intègre plusieurs informations. Donc c'est très, très intéressant, c'est très, très dense. On dort très bien la nuit quand on fait ce genre de métier, malgré les énormes orages qu'on a pu avoir en janvier. Bon, les orages, ça revient systématiquement dans tous les témoignages. Un petit mot quand même sur cette rencontre à Montier. Il y a eu match entre vous. Voilà, on rencontre Hugo et quelques mois après, on se retrouve sur un tournage au Gabon. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que pour créer une équipe, il faut d'abord que ce soit une entente. Et vu que le feeling est super bien passé avec Greg, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, ça va être trop cool. En plus, avec Greg, on se marre beaucoup. Et dans les moments difficiles, c'est cool de pouvoir avoir du second degré et en rire. Donc, c'est comme ça que Greg a rejoint l'équipe. Et puis, il m'avait prouvé aussi qu'il savait bien manier la caméra. Donc, pour avoir un beau making-of derrière, c'était la personne idéale. Donc, il y a un making-of qui est en préparation. Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir? Parce que si j'ai bien compris, c'est toi aussi qui va t'y coller. Et surtout, comment tu as fait pour garder les souvenirs intacts sur place? C'est exact. Là, il va falloir que je m'y colle, du coup, après ce Grand Rex. Effectivement, j'ai plein de choses à raconter. Je pense qu'un making-of, ça peut être super chouette pour toutes ces anecdotes-là. Et en plus, je rappelle que du coup, Greg, c'était un peu la seule personne à travailler pendant ce tournage parce que nous, on n'arrivait à rien faire. Et lui, il avait 2 animaux à filmer qui étaient Mathias et moi. Donc, il a bien bossé. Et donc, voilà, j'ai récupéré toutes ces images. J'ai déjà commencé à les trier bien en amont. Et alors, pour ne pas oublier, parce qu'effectivement, ce tournage date il y a un peu moins de 2 ans, tous les soirs, ce que je faisais, c'est que je prenais mon dictaphone de mon téléphone et je racontais la journée. Donc comme ça, au moins, ça me permettait d'avoir une trace de ce qu'on a vraiment vécu. Et là, par exemple, pour me replonger dans mon écriture de making-of, j'ai juste à me réécouter tout ce que je me suis enregistré tous les soirs. C'est quasiment un projet dans le projet, ce truc-là. C'est une demande du WWF. Ça a été pensé, budgété dès le départ ou c'est venu au fil de l'eau? Non, c'est une idée de moi parce que je trouve que pour vendre un film aussi, c'est bien de raconter les backstage. Et vu que on parle quand même d'un film qui est sur YouTube, qui va pas avoir énormément de com derrière, je veux dire même budgétairement parlant, c'est cool de pouvoir créer d'autres choses autour de ça pour pouvoir le vendre. Et un making-of, en plus de ça, ça permet de montrer l'envers du décor au public. C'est vrai que j'ai l'impression que tout va bien dans le film, les images sont belles, les gorilles sont beaux, mais derrière, il y a eu quand même pas mal de souffrance et ouais, c'est un petit truc en plus et je pense que ça peut aussi donner envie aux gens, par exemple, un format plus adapté à YouTube, parce que là, concrètement, il sera plus incarné, de renvoyer du coup cette audience pour voir le film. Parce que les backstage, c'est quelque chose qui est fait à travers les réseaux sociaux. Bon, toi, tu as grandi en tant que photographe grâce à Instagram notamment, et ça suffit pas, tu penses? Enfin, le making-of, ça va un petit peu figer le truc, un peu plus? Ouais, je pense que c'est un truc en plus. Honnêtement, c'était pas très compliqué à organiser. En plus, c'était juste Greg à emmener avec nous sur le premier tournage. D'ailleurs, on l'a pas repris sur les autres parce que budgétairement parlant, c'était pas possible, mais on l'a pris sur le meilleur parce que c'est celui vraiment Celui où vous n'avez pas d'image, quoi. Ouais, Et c'est ça. Lui, du coup, on a. Lui, on a, ouais. Et mais c'est le meilleur parce que quand tout va trop bien, c'est pas très intéressant un making of. Là, au moins, on a galéré, il y a eu de la souffrance. Donc ouais, je pense que c'est un petit truc en plus qui peut vraiment donner envie aux gens de voir le film. Et donne-nous quelques anecdotes de souffrance. Donc, tu as évoqué des charges de gorilles, des nuits horribles. Quoi d'autre? Je vais revenir sur la charge parce que j'ai entendu Greg en parler. Il a dit oui, j'ai pas filmé ce moment. En fait, Greg a appuyé sur le bouton rec juste après la charge et je lui en veux pas du tout. Hein. Mais sur le moment, nous, on n'arrive à rien faire. Donc, je me retourne. Et en fait, vu qu'il appuie sur rec à ce moment-là, on me voit me retourner sur l'image et on voit mon seum intersidéral parce qu'on a tellement rien que même la charge, on l'a pas. Et là, j'avais envie de crever un peu, mais c'est normal qu'il ait pas filmé. Honnêtement, il y a même l'éco-garde qui était derrière moi et qui m'a dit Hugo, là, si toi là t'avais bougé, mais moi je me serais barré aussi avec toi. Et alors, pour l'anecdote, du coup, quand un gorille te charge,
il ne faut surtout pas bouger. Sinon, bah, ça finit comme on a pu voir dans le film. Dans le film, on montre des images justement d'attaques de gorilles auprès des pisteurs, parce qu'ils font un travail formidable, mais qui est très dangereux aussi pour eux. On rappelle de gorilles non habitués. Non habitués, ouais, c'est ça. Parce qu'un gorille totalement habitué, il y a toujours un risque, attention. Hein. Oui. Mais globalement, la confiance est là, et je l'ai vu. Hein, j'ai vu la différence du coup entre deux groupes. Et donc, ouais, il faut surtout pas bouger, parce que le moindre pas de recul, c'est une morsure. Parce que souvent, on peut penser que les gorilles ils vont utiliser leurs poings, etc. Mais non, ils vont utiliser leurs crocs. Et ils t'envoient à l'hosto, sauf que pour aller à l'hosto, ça met 2 jours, quoi. Donc c'est super flippant. Et c'est EcoGuard qui m'a dit si moi j'avais bougé, il se serait mis à courir aussi. Elle est assez révélateur dans le sens où j'ai pas bougé parce que j'avais pas peur. Moi j'étais terrifié, hein, comme Greg, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas filmé. J'ai pas bougé parce que juste j'étais mort, quoi. Je ne pouvais plus. J'étais genoux au sol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille où? De toute façon, le truc va trop vite. Et à l'inverse, l'EcoGuard, lui, il était pas fatigué parce que c'est un gars de la jungle, il connaît bien. Donc s'il était devant moi, ça se trouve, lui, il se serait mis à courir. Donc voilà, c'est. Et puis quand on repense à tout ça, c'est vrai que c'est assez fou, quoi, de se dire qu'il y a un dos argenté qui est passé à même pas 10 cm de toi, quoi. Mais comment tu as vécu le fait de devenir le sujet, finalement, quand tu es acteur d'un making-of? Bah, c'est toi, tu l'as dit, toi et Mathias, vous devenez les animaux qui êtes filmés, quelque part. Ça, comment tu le vis, alors que toi-même, t'essayes de tourner? Donc, tu deviens un petit peu le sujet dans le sujet. Est-ce que c'est un peu déstabilisant ou c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tu t'étais préparé à l'avance? Non, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, pour la simple et bonne raison que je suis vraiment pas très à l'aise devant une caméra. Il y a à l'époque, quand je suis passé sur l'émission Twitch Popcorn, c'est un peu le jour où ça m'a débloqué totalement parce que c'était la première fois du coup que je passais devant des caméras. Moi, j'avoue, j'aurais préféré faire des réseaux sociaux sans montrer ma tête. T'étais à l'aise, hein? Je me souviens de cette émission où tu parlais de ta rencontre avec le tigre, etc. Ouais, ça c'était le deuxième passage. Ah. Je suis passé 2 fois sur l'émission. Le premier passage, tu iras Ah, voir, faudra le revoir. j'étais Ah pas oui. à l'aise du tout. Non, vraiment pas. Et bon, après, avec le temps, j'ai commencé à m'habituer, j'ai commencé à faire des TikTok où je me montrais, etc. Mais je suis quand même globalement pas très à l'aise. Et c'était d'ailleurs la consigne que j'ai dit à Greg. Je fais essaye d'être le plus toi-même possible, de faire en sorte qu'on voit pas la caméra, enfin, qu'on l'oublie. On la voit forcément, mais qu'on l'oublie, quoi. Essayons juste d'être entre nous et naturel. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je sais pas si ça a tant marché que ça parce que j'arrivais pas à être drôle ou ce genre de choses parce que sur le moment, c'était pas drôle, quoi. Le travail en équipe, c'est un truc qui te plaît désormais? C'est vrai que c'est mon gros défaut, je pense. J'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à la prod, à l'écriture, à la réal, au montage vidéo, audio, jusqu'à même aller harceler mon mixeur pour que le son il soit parfaitement comme je l'avais en tête et mon étalonneur pour que l'image soit pas. Bon, ça, c'est un peu mon gros défaut. Mais quand tu rencontres des gens qui parlent la même langue que toi et tu sens qu'il y a une connexion, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Et par exemple, avec Mathias, là, j'ai vraiment compris l'intérêt de s'entourer de personnes comme ça parce que j'ai énormément appris grâce à lui. Hein. Greg l'a dit, Mathias, c'est un gros techos. Moi, je suis pas très tech. Je suis plus, j'y vais, je tente et je fais les trucs, quoi, et on verra bien. Et Mathias, lui, il prépare son matos comme personne. Et honnêtement, j'ai énormément appris à côté de lui. Et ça, c'est trop bien de pouvoir s'entourer de personnes comme ça. Donc, dans tous les cas, pour faire des belles œuvres encore plus grandes, même, je pense, plus tard, il va falloir que je m'entourerai de personnes talentueuses. Est-ce que tu as d'autres projets de films en tête, du coup? On va parler un peu du futur maintenant. Ouais, j'en ai. J'ai déjà d'ailleurs commencé à écrire des choses, mais j'avoue, je préfère pas trop le dire maintenant parce que je suis plus de la team de je fais et après on voit. Parce que ce que j'ai en tête, c'est pas la même envergure que celui-là et j'aimerais bien porter un truc beaucoup plus grand encore, mais bon, pour ça, il faut y arriver, quoi. Et tu en es où de ton expérience en tant que photographe ou réalisateur sous-marin? Puisque la dernière fois, quand tu as eu à ces micros, on a entendu ton mentor, un certain Alexis Rosenfeld, qui nous racontait qu'il essayait un petit peu de t'initier. Donc, est-ce que tu poursuis un petit peu cette voie aquatique? Ouais, carrément. En fait, moi, j'essaie pas de me mettre dans une case. Je suis photographe de la jungle, photographe terrestre ou aquatique. Moi, je suis photographe animalier et pour moi, les animaux, ils sont partout. Donc, il faut être capable d'aller partout. Et là, récemment, je reviens du Mexique. J'étais en Basse-Californie où, du coup, j'ai eu la chance de documenter le requin-baleine. J'ai pu plonger dans des eaux complètement troubles. On voyait rien tellement il y avait de plancton. Mais du coup, c'est génial parce que déjà, il y a très peu de touristes à cette période de l'année. Il n'y en a même pas du tout. J'étais tout seul dans l'eau. Et c'est des animaux qui sont pas nourris parce que les requins-baleines, malheureusement, c'est connu que Oui. on les Surtout nourrit. là-bas, on au les... Yucatan. Ouais, on les appâte. Là, au moins, tu sais que c'est 100% naturel. Et du coup, tu peux passer un moment très long en fait à leur côté puisque ils sont en surface à se nourrir naturellement. Et en plus, je suis tout seul, donc ça, c'est des moments assez uniques.
Et donc oui, je continue à embarquer avec moi du matériel sous-marin. Il y a notamment Insta360 qui m'accompagne. Donc je peux à la fois filmer avec une X5 en 360, donc il n'y a même pas besoin d'un cadreur pour faire un making-of, parce que ça me permet de me filmer moi. J'ai mon caisson avec mon Lumix S5 II pour faire mes photos. Et j'ai ma S Pro 2 en même temps qui filme. Donc en une plongée, j'ai tout ce qu'il faut tout seul. Voilà. Et on salue Léo de Photos d'Enfer, chez qui sûr. tu vas pour faire des caissons sur mesure. Prend du temps à faire un caisson? Non, il me semble que la marque que j'embarque, c'est Nautica, mais à chaque nouvelle sortie d'appareil, ils essayent de créer un caisson. Alors, il faut évidemment qu'il y ait une demande particulière. Enfin, je veux dire, si c'est un appareil photo qui est très niche, ils vont pas créer un caisson pour. Ou alors, comme tu dis, c'est un truc sur mesure. Mais si c'est un plein format comme le S5 II que j'avais, ils ont direct fait le caisson et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de demandes. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Hugo, pour toi et pour le film? J'espère que le film va avoir beaucoup de visionnage comme on a pu l'avoir sur Orca. Alors, c'est vrai que c'est un gros challenge parce que 2,5 millions de vues, c'est pas rien. C'est colossal. C'est colossal. On a parlé du Chant des Forêts. Bon, c'était en salle, c'est payant, c'est plus d'1 million. Ok, c'est déjà énorme. Mais enfin, faire ça sur YouTube, c'est-à-dire que c'est une exigence. Il faut dépasser cette barre-là. C'est quelque chose que vous vous êtes dit en interne ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que même YouTube a évolué. On ne fait pas les mêmes vues il y a 5 ans qu'aujourd'hui, par exemple. Donc non. Et en revanche, ce qui peut être aussi très intéressant pour notre film, c'est de gagner des prix en festival, comme on avait pu faire pour Orcal. Et comme je disais, c'est d'organiser d'autres projections, aller à la rencontre du public, parce que répondre aux questions, je trouve ça aussi super intéressant, parce que le film met en avant plein de problématiques. On apporte beaucoup de réponses, mais peut-être qu'il y a des choses qui mériteraient d'être un peu plus creusées, et c'est ce genre de moment qui permet de ça. Au cœur de la jungle d'Hugo Ebb, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube du WWF. Nous sommes toujours avec le photographe Hugo Ebb pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur ce format, pas de débrief. Aujourd'hui, on t'a déjà reçu il y a quelque temps et on t'avait concocté un répondeur à cette occasion. Cette fois, on te propose d'aborder des anecdotes bonnes ou moins agréables que tu as vécues sur le terrain au cours de tes différents séjours au Gabon et au Cameroun dans le cadre du tournage de ton film. Le carnet de bord de Hugo Ebb vous est présenté par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Alors, première question, Hugo, pour commencer, que trouve-t-on dans la trousse à pharmacie, dans ta trousse à pharmacie, quand tu pars en expédition en forêt primaire? Mon truc préféré, c'est les pansements Urgo. Parce que j'ai des ampoules à n'en plus finir avec les bottes. Les petites boîtes vertes, là? Ouais. Ah, ça sont géniales, ça, pour les ampoules. Ah ouais, c'est génial. Ah oui, c'est vrai que c'est Parce bien. qu'après une journée de 10 heures en jungle avec des bottes, ça fait mal aux pieds. Donc ouais, j'adore les ampoules Urgo, enfin les pansements ampoules pour Urgo. J'embarque quoi d'autre? J'embarque de la Malarone pour traitement anti-palu. pour le paludisme. J'ai des collègues qui ont le paludisme sur place là-bas au Cameroun et vraiment ça donne vraiment pas envie d'avoir cette maladie, quoi, parce que ça peut être très long en plus. Bien Il y a sûr. plusieurs formes de palu, etc. Donc ça c'est important si vous allez là-bas. Après, faut tolérer, Malarone. Faut tolérer, ouais. Greg ne tolérait pas, par exemple. Bon. Il y a de l'anti-moustique, forcément, du coup, parce que si on ne prend pas de la Malarone, il faut éviter. C'est beaucoup ensuite de bandages, un ciseau fait pour, des antihistaminiques aussi, ouais, beaucoup, parce que si on se fait piquer et qu'on fait une réaction, etc. De l'antiseptique, bien sûr, pour désinfecter les plaies, et puis c'est à peu près tout, concrètement, après du Doliprane, et voilà, quoi. Dans le film, on voit des guides boire de l'eau à même la source en utilisant de grandes feuilles. Comment est-ce que toi, tu avais accès à l'eau potable? Non, moi, j'ai pas fait comme eux. Eux, ils ont un intestin qui est vraiment adapté à la jungle. Ils font ça depuis des années. Si nous, on fait ça, on finit en tourista à 100%, c'est sûr. Il n'y avait pas le choix, malheureusement, de ramener des bouteilles d'eau directement. Ah oui, Ouais. pas de micro-pur, de choses comme ça. Non, Ouais, non, là, trop c'était... risqué. C'est vrai que dans un tournage comme ça, il y a de l'argent en jeu, etc. Ça serait dommage de tomber malade à ce moment-là. Après, moi, j'avoue, j'ai eu de la chance, je touche du bois parce que je suis jamais tombé malade sur mes tournages, mais je pense que mon corps se transforme à ce moment-là, il se met en mode Ouais, tu warrior. conditionnes. Et quand je reviens, là, par contre, je suis down pendant une à 2 semaines, quoi. Anissa, Mathias et Grégoire ont parlé d'une espèce particulièrement nuisible, les mouches de bananier. Ah ouais, ça, j'avais oublié celle-là.
Donc oui, effectivement, les fourrous, un insecte que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même pas dans la jungle qu'on s'est fait attaquer par ces trucs-là. On était près justement d'une exploitation de bananes, donc pas très loin d'un village. Donc on n'était pas dans la jungle même si évidemment, vu de haut, on est dans la jungle, mais voilà, on s'entend. Je descends de la voiture à ce moment-là, juste pour aller prendre notre petit-déj, et je vois plein de petites mouches microscopiques sur moi. Ça me fait pas mal, je réagis pas. Et là, j'ai mon collègue, il fait « Oh, fourrou !» Je fais quoi, fourrou? Donc je commence à les enlever. Et en fait, c'était trop tard. Les machins te piquent dans tous les sens et ça te donne une démangeaison. C'était pire qu'une varicelle, mais plus. Et ça a duré 2 jours pour moi. Et alors, il y a une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, si tu grattes, on va devoir t'emmener à l'hôpital parce qu'apparemment, les gens se grattent tellement que tu creuses en fait ta peau, quoi. Et c'est l'enfer. Donc, je me suis mis en mode warrior. Il faut surtout pas que je gratte, mais la nuit, tu te surprends à te gratter. Tu sais, t'es en train de dormir et tu te surprends à te gratter, donc c'est l'enfer. Et là, la strat que j'avais la journée pour résister, c'est j'avais un gros bloc de glace que je mettais vraiment sur mon bras et la glace, ça apaisait les piqûres. Les bananes étaient bonnes quand même? Mais on n'a même pas mangé de bananes, c'est ça le pire. Oh non. On a mangé du pain, je crois, ce jour-là. Donc, Et vous avez fait la rencontre, il paraît, d'une énorme araignée. alors, on en a vu plusieurs. Je ne sais pas de laquelle il voulait parler exactement, mais je pense qu'il voulait parler de la migale. Oui, une qui avait l'air particulièrement effrayante. Il y en a eu plusieurs. Mais je pense qu'il veut parler de la plus grosse. C'est une migale blanche qui était dans un tronc d'arbre qu'on a essayé de filmer. Et le jour... Alors, faut se dire qu'elle était là tous les soirs à chaque fois qu'on rentrait. Donc, on s'était dit, ça va, on a le temps. Donc, on est fatigué, etc. de notre journée de tournage. Et un des derniers jours, on s'est dit, vas-y, go, la filmer, c'est ce jour-là. Et là, évidemment, il y a un orage. Et du coup, la migale, elle sort pas. Voilà. Donc, elle n'est pas dans le film. Je suis désolé. Un point sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange quand on dort dans la jungle? On mange ce qu'on a sous la main. Moi, le plat, le préféré que j'avais, c'était boîte de sardines, avocat, pain. Des choses très simples. Pas très local. Ah si, les avocats locaux. Ouais. Une nourriture locale, c'est pas trop épicé? Ça va? Ah oui, dans la jungle, c'est plutôt des choses qu'on emmène. Donc, c'est pas forcément les vraies préparations qu'on a au village. C'est vrai qu'au village, on mangeait super bien. On avait des poissons de rivière, des poissons de la mer aussi, hein. Voilà. Moi, je mangeais beaucoup de poissons surtout parce que c'est vrai que je sais comment il était pêché le matin même. Tu vois, j'essaye de faire gaffe pour pas tomber malade. Beaucoup de sauces aussi, très épicées, c'était délicieux. J'ai plus les noms exacts en tête. De la banane plantain, on a mangé aussi beaucoup. Voilà, mais sinon, dans la jungle, mon repas préféré, c'était un gros avocat du Cameroun ou du Gabon, je sais plus. Ils sont nettement plus gros que nos avocats à nous. Et une boîte de sardines que tu mets dedans et ton avocat, c'est ton assiette et tu manges comme ça. Et franchement, ça, c'était trop bon. Et dans les villages, il n'y avait pas de nourriture de brousse un peu exotique? Si, il y avait, mais évidemment, j'ai pas goûté parce que la plupart du temps, en plus, c'est des animaux qui sont braconnés, donc faut éviter, quoi. Le choix des bottes, c'est très important, hein, quand on marche pendant des heures dans la jungle. Est-ce que tu as un modèle à recommander à nos auditeurs? J'ai pas le modèle exact, mais j'avais d'abord acheté des Soloniac pour le premier au Cameroun. Des bottes de chasse, ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ultra étanche, c'est parfait, tu vois. Et celles-là, je les ai pas reprises parce qu'elles m'ont fait des ampoules à n'en plus finir. Et donc, sur les 2 autres tournages, j'ai utilisé des aigles. J'ai plus le modèle en tête, mais elles étaient bien mieux adaptées à mes pieds. Apparemment, elles ont été jetées récemment. Ça a embaumé un petit peu un local. C'est les Soloniac que j'ai jetés. Chez WWF. Exact, c'est Anissa qui a dû te dire ça. Ouais, en fait, j'aime pas acheter les choses. C'est pour ça que souvent j'accumule beaucoup trop de matos. Mais là, mes Soloniac, elles sentaient. J'avais tout fait, hein. Je les ai lavées, j'ai mis de la lavande dedans, j'ai fait plein de choses pour pas que l'odeur reste. Mais je sais pas, elles ont pris une odeur bizarre de cette jungle. Ça voulait pas partir. Et ça embaumait toute la salle, quoi. Donc à un moment donné, j'étais obligé de m'en séparer. Anissa nous a parlé d'un moment où elle s'est retrouvée bloquée dans des marécages. Ouais, ça c'est un moment que j'aurais aimé diffuser au Grand Rex. Malheureusement, elle m'a elle voulait vraiment pas que la vidéo tourne. Making of? Je vais essayer, mais elle va pas vouloir, hein. Il faut faire attention, elle peut être dangereuse, Anissa. Pire qu'un doigt argenté. Mais c'est quoi les marécages? C'est comme dans les bandes dessinées ou les dessins animés? On se retrouve enfoncé jusqu'à la taille ou... Oui, jusqu'à la taille, même jusqu'au cou. Et en fait, il faut s'accrocher à des branches qu'il y a autour pour essayer de s'en sortir, etc. Et ça, c'était pas prévu. Surtout pas bouger, du coup, c'est ça? C'est un peu comme devant le prédateur, faut pas s'enfuir. Là, c'est quoi la recommandation? Je sais pas. La recommandation, c'était vraiment, t'essayes d'attraper une branche qui passe et tu te tires du truc, quoi.
Ou alors, si tu as un bâton, tu peux t'aider aussi du bâton pour ressortir. Mais le plus stressant, c'était le matos, en fait, parce qu'il est dans ton dos et s'il commence à prendre le... En plus, souvent, les marécages, on les avait à l'aller, pas au retour. Donc, T'avais pas les images. ouais, début de journée un peu compliqué, quoi. Et Anissa a eu beaucoup de mal à sortir de ces marécages, donc j'ai sorti le téléphone pour filmer et je me suis fait agresser, donc j'ai vite éteint. Et pour terminer, il paraît que l'addiction au sucre est bonne pour le moral et que cette chère Anissa avait tout prévu sur le tournage. Elle fait référence à quoi, tu sais? Alors, elle disait qu'elle ramenait des bonbons pour vous remonter le moral. Je sais pas si... Ah, peut-être. Moi, j'ai souvenir d'un truc, c'est que c'est vrai que j'arrivais pas du tout à manger sur le tournage au Cameroun. J'étais vraiment épuisé, j'avais même pas la force d'attendre que les gars ils aient terminé de faire la cuisine ou quoi. Et donc, j'allais direct me coucher. Et il y a un jour, vraiment, je sentais que là, ça allait pas, quoi. Il fallait que je reprenne des forces. Et j'ai trouvé dans mon sac une barre feed que Anissa avait acheté, je sais plus quand, et ça m'avait sauvé la vie, parce que du coup, j'ai pu manger au moins un repas, parce que je crois que c'est un repas complet, le truc. Tu vois, les barres. Ouais. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote marrante. Merci Hugo. Allez, on attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Hugo, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne ? Tout est clair. Alors on y va. Première question qui nous vient de Yvon Chaud. Dans la jungle ou sous l'eau, où est-ce que tu prends le plus de plaisir ? C'est dur, j'en sais rien, j'adore les deux. Là, je vais dire sous l'eau parce que j'en reviens. Mais sous l'eau, ça peut vite devenir un cauchemar comme la jungle et c'est le cauchemar que j'adore. Donc les deux sont vraiment bien. En quoi ça peut devenir un cauchemar sous l'eau ? Ah, quand t'as le mal de mer, c'est rude. Hein. Ah, sur l'eau, du coup. On a le mal de mer sous l'eau ? Oui, j'ai déjà eu le mal de mer sous l'eau et d'ailleurs j'ai appris, c'est après parce que du coup j'ai dit au gars qu'il fallait remonter quoi, avec le détendeur et tout. Et le mec m'a dit maintenant en fait tu peux vomir dans le détendeur, c'est fait pour. Voilà, ça je l'ai appris en ayant envie de vomir. C'est génial. Voilà. Ok. Deuxième question qui nous vient de Yann Franck. Quelle technique pour gérer l'exposition dans la canopée des forêts tropicales ? Le mieux, c'est évidemment de se placer là où tu as un rayon de soleil qui passe. Pas trop booster les ISO parce que sinon tu as beaucoup de grains à l'image, même si aujourd'hui, avec les outils un peu nouveaux, l'IA, tout ça, tu peux essayer de corriger le tout, mais bon, le mieux, c'est de ne pas en avoir du tout. Maximiser l'ouverture, une vitesse assez faible. Pour filmer, c'est pas très dérangeant, donc voilà. Très clair. On attend encore les 3 secondes qui restent. C'est stressant. Moins que de se faire charger par un dos argenté, je pense. Troisième question qui nous vient de Monsieur Sanders. Quelle innovation Lumix t'a le plus surpris ces dernières années et dans quelle mesure, selon toi, influence-t-elle l'image de la marque ? Moi, je pense que la plus grosse innovation, c'est leur autofocus qui a mis un peu de temps à suivre ceux des concurrents et aujourd'hui, il est presque mieux, même, je dirais. Et pour moi, en photo, en tout cas, c'est l'outil le plus indispensable, c'est l'autofocus parce que les animaux se déplacent super vite et j'ai pas évidemment le temps de faire le focus manuellement. C'était le S5 II, le premier à intégrer cet autofocus face contraste. Et G9 II en micro 4 tiers, ouais, oui, c'est ça. G9 II en micro 4 tiers. C'est arrivé tard, mais il rattrape un certain retard. C'est pas les meilleurs, mais il rattrape du retard. Quatrième question qui nous vient de Célic95. On te l'a déjà posée, mais on te la repose. Allez. Alors, à quand le prochain film ? Ça sera pas l'année prochaine, ça sera pas dans 2 ans, peut-être dans 2 ans. Je sais pas, ça dépend l'envergure du projet parce que j'aime bien faire des projets assez longs, assez ambitieux entre guillemets, donc j'aime y mettre le temps pour que ça sorte. Et puis il y a déjà le making-of à faire. Il y a le making-of à faire, mais le making-of, je vais essayer d'être assez efficace. Il reste 15 secondes, continue de nous parler de ce futur projet. Non, je peux pas trop en dire. Honnêtement, c'est qu'une phase d'écriture et ça demande de trouver des financements, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est acquis. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais tourner un ultime film,
Ce serait sur le tigre, l'occasion de retrouver Rocky que tu avais photographié en Inde, ou sur le requin-baleine, toi qui es plongeur. J'ai le choix que avec ces deux espèces-là. Ah ouais. Ah, je dirais le tigre quand même. Parce que le requin-baleine, c'est pas un animal qui est super expressif, hein, on va pas se mentir, c'est un gros poisson. Ou les orques, si tu préfères. Ah, les orques, oui, par contre, oui. Les orques, oui, j'ai vraiment envie de... Plus que le tigre. Plus que le tigre, ouais. Je suis vraiment fasciné par les animaux marins plus que tout le reste. Et les orques, c'est une espèce qui est excessivement intelligente, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter dessus. Quel meilleur endroit pour aller filmer, voir les orques, selon toi? Oh, ça dépend. Il y a la Basse-Californie, hein, où là, on peut les avoir dans des eaux très claires. Sinon, il y a la Norvège pour les eaux très sombres. Merci Hugo. C'est désormais la fin de cette émission. Hugo, encore des remerciements d'avoir accepté de venir nous parler de ce nouveau film et de nous dévoiler ses coulisses à nos micros. Je le rappelle, le film est disponible sur la chaîne YouTube du WWF France en accès libre et gratuit. Tes autres actualités, si tu en as à mentionner. Pour l'anecdote, une série de mes photos de gorilles que j'ai pris du coup au Cameroun et au Gabon a été sélectionnée au Sony World Photography Awards. Donc j'ai pas gagné, mais ça a été shortlisté, donc elles sont en ligne, etc. Donc ça c'est cool. Ah bah bravo. Merci. Et là c'est une autre anecdote qui est plus triste. C'est qu'encore une fois, j'ai une de mes photos, donc pour la deuxième fois que ça m'arrive dans ma vie, qui était finaliste du Wildlife Photographer of the Year. Et là, j'ai eu le mail hier, malheureusement, elle n'a pas gagné. Voilà. Oui, mais bravo quand même, hein, c'est pas rien. Cool Être finaliste, c'est quand même c'est un sacré festival. C'est vrai C'est un cool. sacré prix. Et c'est justement cette photo du fameux dos argenté qu'on n'arrivait pas à atteindre avec sa cataracte. On le voit en fait, au premier regard, on voit que des feuilles. Et si on s'y attarde un petit peu, il y a un visage qui se démarque de tout ça. Bon. La semaine prochaine, plusieurs rendez-vous sont au programme. Mardi, pour commencer avec la première mini-série de Faut pas pousser les ISO, qui sera consacrée au marché photo et vidéo d'occasion en partenariat avec MPB. Au programme, 4 épisodes, tous disponibles mardi, avec des conseils, des astuces et des sélections produits pour vous guider dans l'achat et la vente de votre matériel photo vidéo d'occasion. Il y aura un épisode introductif avec des conseils un peu d'ordre généraux, un épisode qui sera dédié au boîtier plein format avec le photographe Bertrand Bernager, un épisode dédié aux optiques à très grandes ouvertures avec le photographe et réalisateur Quentin Caffier, et enfin un épisode dédié aux action cam avec la filmmaker et photographe Aurélie Gonin. Et puis jeudi, comme d'habitude, avec une émission qui sera consacrée à la photographie à l'ultra grand angle en compagnie du photographe Geoffroy Gomez. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Lumix, acteur clé de l'alliance L-Mount avec 10 partenaires et plus de 100 objectifs natifs pour créer sans compromis. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.